Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Heroes 3. Alors Heroes 3 c'est un jeu que j'ai jamais filmé puisque j'ai jamais joué forcément. Et là ça va être une vidéo découverte, ça veut dire que je n'ai jamais joué au jeu. On va le découvrir ensemble. Pourquoi j'ai ce jeu? C'est simplement parce que grâce à Katana, donc Katana qui est sur le Discord communautaire de la chaîne, il m'a prêté le jeu en fait. Et pourquoi il me l'a prêté? Parce que c'est un jeu qui me faisait envie, qui me faisait de l'œil. C'est un jeu qui ressemble à Mage Knight et Eutia. Et donc, clairement, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime. Et en fait, il me l'a prêté parce qu'il y a un KS bientôt qui va faire. Ils vont faire un reprint dans un mois à peu près. Il y a un KS sur GameFound. Et donc, il m'a proposé de le tester avant de le pledge. Donc, j'ai accepté, bien sûr. Et il me l'a gentiment envoyé. Donc, merci à toi si jamais tu vois cette vidéo. Il me l'a gentiment envoyé, ce qui fait que j'ai pu découvrir un petit peu les règles, commencer la mise en place, tout ça. Et puis on va même faire une game. On va pouvoir jouer ensemble. Et puis comme ça, on va pouvoir voir. Et si le jeu me plaît, je pourrais le pledger dans un mois. Et s'il ne me plaît pas, dans ce cas-là, je ne le pledgerai pas tout simplement. Donc cette vidéo-là pourrait être utile aussi pour vous, à savoir si ça vous tente de le pledger ou pas dans un mois. Hein. Voilà, c'est pour ça que je filme la partie découverte. Alors déjà, il y a des choses au premier abord. Alors attention, j'ai encore pas joué bien sûr, mais au premier abord, il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont pas bien. Je m'explique. Le livre de règles, clairement, c'est un peu une catastrophe. Il est très mal ordonné. Enfin, c'est mal expliqué. Il y a très peu d'exemples. Donc voilà, c'est la première fois que je lis un livre de règles et je ne sais pas jouer en sortant en lisant pas en lisant. Pour vous dire tellement que il est mal fait que la communauté anglaise a refait le livre carrément. Elle a refait le livre du jeu. Donc c'est disponible sur BGG. Et il me semble qu'il y a même une traduction française qui a été faite aussi par les fans, pas de ce livre-là forcément, mais du livre qui a été refait. Donc c'est pour vous dire tellement que en fait, c'est mal agencé, il n'y a pas d'exemple, voilà, c'est vraiment, c'est pas ouf. Voilà, faut le savoir. Après, il n'y a que 37 pages, hein, on va dire 35. Mais donc, c'est pas non plus oufissime. Quand on prend par exemple un Mage Knight ou quand on prend un Eutia, il y a plus de règles. Donc, ça reste quand même c'est un jeu quand même assez simple. Il y a quelques exceptions par-ci par-là, un peu comme tous les jeux. Mais ça va, ça reste un jeu quand même assez abordable, un peu moins costaud justement en termes de règles que Mage Knight. Donc, plus facile à prendre en main. Mais quand même, le livre, voilà, faut le savoir, il est quand même extrêmement mal fait. C'est mal écrit, on comprend rien. Moi, j'ai vu une petite faute, une petite faute. Bon, je pense que c'est une faute de trad plutôt. C'est pas très très grave. Mais voilà, donc c'est pas super clair. J'ai pas trouvé ça ouf. En ce moment, je sais pas pourquoi les livres de règles, là, je les trouve pas forcément ouf. Il y avait celui de Midara, pareil, qui était pas forcément ouf, mais ça allait quand même. Et celui-là qui est pas ouf aussi. Alors, je sais pas ce qu'ils ont tous avec leur livre de règles, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Donc ça, c'est moyen, mais après, ça, à la rigueur, c'est pas grave, ça passe à côté. Si le jeu est bien, moi, je veux bien l'effort quand même de bien lire le livre de règles, de prendre le temps de bien comprendre tout ça. Ça me dérange pas si le jeu est bien. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui va me freiner dans mon achat. Loin de là. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent me freiner. Par exemple, dans la boîte de base, et d'ailleurs la boîte de base va être vendue en retail, ça veut dire en magasin. Attention, je mets un bémol et je mets un avertissement parce que la boîte de base, elle est très pauvre. Voilà, faut le savoir. Donc c'est pour ça que je mets un avertissement. Si vous voyez cette vidéo, vous trouvez le jeu bien et vous vous dites je vais l'acheter en retail, attendez d'entendre des explications parce que ça va peut-être vous refroidir. Donc, ce qu'il faut savoir déjà dans le jeu de base, il y a 3 factions, pas plus. Hein. Donc, une faction, c'est quoi? Une faction, en fait, c'est ça. C'est une sorte de. On a une ville, si vous voulez, un village, en gros. Une cité, voilà, une cité, une ville. Et on a un personnage qui est là. Et le personnage, il est recto verso. Donc là, on a par exemple Catherine. Et de l'autre côté, on a un autre personnage. Alors, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas femme et homme. Mais enfin, si, c'est femme et homme, mais je veux dire, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes stats. Souvent, on a un mage, un magicien et on a un guerrier. Voilà, souvent c'est ça. Donc, dans la boîte de base, vous avez ça. Vous avez 3 factions et un personnage guerrier et un personnage mage. 3 factions, c'est très peu. C'est très très peu. Donc, c'est vraiment pas beaucoup.
c'est vraiment pas beaucoup. Dans chaque faction, il y a quoi? Vous avez donc les bâtiments des villages, des villes que vous allez pouvoir construire pendant votre game, ok? Donc ça, c'est propre à chaque faction. Vous allez avoir un personnage, vous allez avoir des capacités spécifiques à votre personnage, d'accord? Voilà. Et vous allez avoir par rapport à votre faction des unités que vous allez pouvoir acheter, débloquer. Donc il y en a 7 par faction. Donc là, j'ai les 7 de cette faction-là. Et donc, vous avez ça pour chaque faction. Donc, vous avez 3 factions. Dans chaque faction, vous avez 7 unités à débloquer. Donc, 7, c'est pas beaucoup non plus, hein. Et vous avez après toutes les autres cartes. Toutes les autres cartes du jeu, ça va être par exemple, parce qu'il faut savoir que ce jeu, c'est un deck building un peu comme Mage Knight en fait, hein. Donc vous allez avoir des sorts, vous allez avoir des nouveaux artefacts et vous allez avoir des nouvelles compétences. Sauf que là, vous voyez l'état qu'il y a. Ça, en fait, ça prend en compte tous les stretch goals qu'il y avait aussi dans la campagne. Sauf que si vous achetez la boîte en retail, il n'y aura pas les stretch goals. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tout ça. Pour vous donner un exemple, dans la boîte de base, on prend le livre de règles. Il y a 32 cartes artefacts, ce qui n'est pas beaucoup. 46 sorts, 24 cartes caractéristiques. Bon, les cartes d'IA, ok. 21 unités, donc c'est normal, 7 x 3, 21, vu que j'ai dit qu'il y avait 3 factions, il y a 7 unités par faction, donc 7 x 3, 21, c'est logique. 41 unités neutres, c'est pas beaucoup, parce qu'en fait, les unités neutres, pareil, c'est ce qu'on voit derrière là-bas, les cartes jaunes, ça c'est les unités neutres, c'est-à-dire c'est les unités à laquelle on va se battre quand on va jouer. Là, en fait, il y a tous les stretch goals dedans, plus une extension, je crois. Alors que dans la boîte de base, il n'y aura pas tout ça, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 unités différentes en termes de niveau. Il y a bronze, argent, gold et puis bleu océan. Ils appellent ça azur. D'accord? Donc, il y a 4 tas. Si on prend le nombre de cartes maximum de la boîte de base, il y en a 41. Hein, c'est marqué 41 cartes neutres. Donc, on divise 41 par 4 environ, quoi. Même si c'est pas tout à fait là ça, parce que les cartes Azul, par exemple, il y en a moins parce qu'on est moins confronté à ça, forcément. On est d'accord. Mais ça fait environ une moyenne de 10 cartes, 10 à 12 cartes par tas. Donc c'est que dalle. C'est-à-dire que 10 à 12 cartes, c'est vite fait, hein, sur une partie. C'est que dalle. Donc voilà. Et c'est pas fini. Ce qui est aussi le pire aussi de tout, je pense, c'est que la boîte retail donne le livre de règles. Donc ça, pas de problème. Elle donne un livre de mission. Sauf que dans le livre de mission, pour les joueurs solo, il n'y a que 3 missions. C'est pas beaucoup. Sachant que la première mission, c'est celle-là, c'est limite un tutoriel parce que c'est d'ailleurs un tutoriel parce qu'en fait, on est assez limité dans tout ce que l'on peut faire. On va le voir, on ne va pas pouvoir tout faire. C'est le tuto en fait du jeu. Ce qui veut dire en fin de compte qu'on a 2 scénarios quoi, à tout casser. Après le reste, c'est soit des scénarios 1 contre 1, mais bon, quand on joue solo, on s'en fout. Soit des scénarios coop, il y en a 2 scénarios coop, ou à la rigueur, on peut les jouer solo parce que c'est des scénarios coop, mais il faut jouer avec plusieurs mains. Voilà, c'est le souci. Donc là, dans la boîte de base, vous avez donc le mode affrontement. Vous avez 1, 2, 3 scénarios. 3 scénarios 1 contre 1, 2 scénarios coop et 3 scénarios solo, sachant que le premier scénario solo, c'est le tuto. Voilà. Et sachant aussi que les scénarios en solo, c'est que des campagnes, c'est-à-dire que ce n'est pas des one-shots. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez le premier scénario, c'est celui que j'ai là. Vous avez le deuxième scénario, okay, qui est à la suite du premier, en fait, hein, c'est une campagne. Et après, vous avez le troisième. Voilà, le troisième. Voilà, c'est tout. Donc, dans la boîte de base, vous avez que ça. Vous avez 3 scénarios solo, 2 scénarios coop. À la rigueur, vous pouvez les faire aussi, mais il faut jouer plusieurs mains, donc c'est un peu plus contraignant, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place, ou tout comme ça. Donc, on va dire que je les compte en moitié, on va dire. Donc en fin de compte, il y a très peu de scénarios dans la boîte retail. C'est pour ça que je mets un bémol et je mets un avertissement. Si vous achetez ce jeu en retail pour le solo, attention, il n'y a que 3 scénarios, il n'y a que 3 factions et il n'y a pas beaucoup de cartes en totalité dans le jeu. Voilà.
Si vous l'achetez après sur le KS, on enlève un petit peu ces malus parce que sur le KS, en fait, ils vont donner des cartes en plus, forcément. Ils vont donner une faction en plus, donc ça fait 4 déjà. Et ils vont donner des cartes comme ça en plus, voilà. Donc en version KS, ça vaut plus le coup, si jamais. C'est pour ça, pour moi, si vous voulez, si vraiment le jeu vous intéresse et que vous avez envie de ce jeu-là, prenez-le dans un mois sur KS et pas en retail, à moins d'acheter la boîte des stretch goals en boutique, mais je ne sais pas si elle va être disponible. Ça, j'en sais rien. Et donc, en fait, ce qu'il donne en stretch goal, parce qu'il m'a envoyé aussi Katana les stretch goals, c'est une autre boîte carrément, donc une autre boîte de jeu, où là, ils vont proposer un livre avec des nouvelles missions. Et dans ce livre-là de nouvelles missions, bah là, ça fait plaisir, puisqu'on a 3 nouveaux scénarios, enfin 3 nouveaux scénarios solo, la campagne du donjon. On a encore 3 scénarios solo, la campagne du nécropole, et encore 3 scénarios solo, la campagne de la tour. Ou même 4, même 4. Donc là, en fait, ce livre-là, c'est typiquement que des scénarios solo. Ça reste des campagnes, mais c'est que des scénarios solo. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que ce livre-là, il est limite indispensable pour celui qui joue solo. Et en fait, comme vous pouvez le voir là, regardez, c'est marqué stretch goal. Donc ça, en retail, vous n'allez pas l'avoir. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre via KS, parce que vous allez avoir 10 scénarios supplémentaires pour le solo. Voilà. Une faction supplémentaire qui est ici. Elle est là, la faction supplémentaire. Des nouvelles cartes. Donc des nouvelles cartes comme ça qui vont ça. Donc là, elles sont déjà ajoutées. Hein. Des nouvelles cartes là qui vont ajouter. Donc regardez le tas. Le tas qu'on a quand même. On a tout ça en cartes, alors que normalement, sur la boîte retail, vous allez peut-être avoir que ça. Voilà. Donc ça rajoute quand même pas mal de cartes. Des nouvelles unités aussi. Ça rajoute quand même beaucoup de choses. Des nouvelles tuiles. Pour vous dire, il y a tout ça en tuiles encore supplémentaires. Des nouvelles tuiles. Donc voilà. Donc moi, je vous invite quand même à vraiment, si le jeu vous intéresse, à récupérer sur le KS et pas en retail, rien que pour les stretch goals. Surtout si vous jouez en solo. Si vous jouez pas en solo, à la rigueur, bon, vous pouvez toujours vous débrouiller avec ce qu'il y a, les scénarios pas coop, machin. Donc ça, pourquoi pas. Mais si vous jouez en solo, voilà, faites attention. Si vous voulez pas attendre, vous voulez tout de suite la boîte de base, pourquoi pas. Mais voilà, vous serez averti et prévenu que, que c'est quand même assez pauvre. La boîte de base, elle est assez pauvre. Voilà, je préférais quand même mettre un bémol et avertir les gens. Je pense que c'est important. Alors, voilà. Nous, on va faire le premier scénario donc, de la campagne de la boîte de base. Du coup, il y en a 3 dedans. D'accord. Et du coup, c'est une sorte de tutoriel. Alors, pourquoi c'est une sorte de tutoriel? Je vais vous expliquer. Donc, c'est celui-là, il s'appelle Retour au bercail. C'est une sorte de tutoriel parce que vous allez voir que dans les règles particulières du scénario, on ne va pas pouvoir tout faire. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le jeu, comment ça se passe, tout ça. Normalement, quand on joue, on va pouvoir développer notre village, et on va pouvoir acheter des bâtiments. Et quand on va acheter des bâtiments, on va pouvoir débloquer des nouvelles capacités. Et bien là, dans ce premier scénario, déjà, tous les bâtiments de notre ville, on ne peut pas les acheter. Voilà. Je vous dis, c'est un tutoriel, donc ils n'ont pas mis tout le jeu à 100%. C'est pour que petit à petit, les gens puissent découvrir et apprendre le jeu. Donc là, déjà, tous les bâtiments qu'en temps normal, sur une partie standard, on peut acheter, on peut développer notre ville, tout ça. Bah là, on va pas, dans ce scénario-là, on ne va pas les utiliser, malheureusement. Donc en fait, on a une capacité qui s'appelle la construction, qui est ce token-là, où tous les tours de jeu, potentiellement, on peut construire en payant les ressources. Par exemple, là, on me dit, bah tiens, si tu peux construire une forge pour faire X choses. Donc, tous les tours, je peux construire, dire, bah tiens, vas-y, je vais acheter la forge. Hop, j'utilise mon token. Je construis, voilà. Mais là, sur ce scénario-là, en tout cas, on ne pourra pas utiliser ce jeton-là, puisque de toute façon, on ne peut pas construire. Et on ne pourra pas utiliser non plus ce jeton-là. Pourquoi? Parce que ce jeton, en fait, c'est la guilde des mages. Et en fait, il sert à quoi ce jeton? Il sert à quand on débloque justement le bâtiment, la guilde des mages. Après, derrière, on peut acheter des sorts. Sauf que là, comme on ne peut pas acheter les bâtiments, je ne peux pas acheter la guilde des mages. Donc comme je ne peux pas acheter la guilde des mages, ce jeton-là qui me sert justement à utiliser la guilde des mages pour acheter des sorts, je ne peux pas m'en servir dans ce scénario-là. Donc je le mets comme ça. Pareil, on ne pourra pas s'en servir. Par contre, celui-là aussi, celui-là, normalement, il faut un bâtiment pour pouvoir s'en servir. Mais là, on a l'autorisation
du livre de règles de quand même pouvoir s'en servir malgré le fait qu'on n'ait pas le bâtiment. C'est ce qu'on va voir dans les règles spéciales. Alors, on va commencer sur la mise en place en mode rapide, parce que je pense que c'est important aussi, la mise en place. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous jouez solo, vous ne choisissez pas votre faction. Et oui, ça aussi, ça peut être un point négatif, je veux bien l'entendre. Et vous ne choisissez pas forcément votre héros non plus. Et oui, c'est le problème. Par exemple, pour ce scénario-là, voilà, on me dit que la faction, c'est château. Et la faction château, bah, c'est celle-là. En fait, derrière chaque faction, il y a un nom. Donc ça, c'est une autre faction. Et celle-là, elle s'appelle donjon. Voilà. Et ben moi, la faction que j'ai mis là, elle s'appelle château. Donc là, en fait, je n'ai pas choisi la faction. C'est qu'en fait, vous avez une campagne château, une campagne donjon, une campagne la troisième faction qui s'appelle je ne sais plus comment, et après vous avez une autre campagne de la quatrième faction qui est donnée avec les stretch goals. Et ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans justement le livre des stretch goals. Donc quand vous achetez la boîte de base, que la boîte de base, et que vous jouez solo, eh ben vous ne pouvez pas choisir la faction. Ce qui veut dire donc là, vous avez la faction donjon dans le troisième scénario. Dans le deuxième scénario, vous avez la faction château dans le deuxième. Et dans le premier scénario, celui qu'on va faire, vous avez la faction château. C'est-à-dire que si vous achetez la boîte en retail et que vous faites que les scénarios solo, eh ben, il y a une faction que vous jouerez pas. Parce qu'ils ne proposent pas des scénarios avec cette faction-là. Et oui, c'est un peu con, hein. À moins de jouer après en coop. Mais encore une fois, en coop, je ne compte pas parce que c'est double main. Voilà. En coop, je crois que vous prenez la faction que vous voulez. Donc à la rigueur, vous pourrez jouer avec la faction que vous voulez, mais seulement en coop. Donc à deux mains. Mais pas en pur solo. Voilà ce que je veux dire. Ils auraient pu quand même mettre au moins un scénario pour chaque, au moins un scénario, je dis bien, pour chaque faction. Ou alors un scénario générique où on choisit nous-mêmes notre faction ou notre personnage. Et bien là, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'en retail, faites attention. Et justement, les stretch goals, donc si je vous remontre le bouquin, donc là, vous avez vu sur le bouquin retail, on a deux fois la faction château, donc c'est celle-là, et une fois la faction donjon, c'est celle-là là-bas. Sur l'extension, enfin sur les stretch goals, par contre, il ramène une faction qui s'appelle, c'est celle-là, elle s'appelle Tour. Voilà. Tour, c'est une nouvelle faction qui est donnée avec les stretch goals. C'est fait que vous en aurez 4. Et si on regarde le bouquin des stretch goals pour les campagnes, justement, vous avez une campagne, c'est marqué ici, une campagne qui est dédiée à la faction du donjon. Donc, c'est-à-dire que c'est la faction là-bas. C'est celle-là. Donc, c'est la même faction qu'on a dans le livre de règles. Hein, le dernier scénario, c'est la faction donjon. Pas dire de bêtises, on va vérifier, mais voilà. Non, donc ça c'est château, scénario 3. Scénario 2, château. Ah ben non, en fait, c'est que du château, vous vous trompez. C'est que du château. C'est que du château, il n'y a pas de donjon, c'est que du château. C'est moi qui me suis trompé. Ouais. En fait, ça, c'est la campagne du château, en fait. Voilà, bah, c'est marqué. Campagne du château. Donc là, en fait, dans la boîte de base, vous avez la campagne du château, c'est-à-dire que vous pourrez jouer qu'avec le château. Si vous jouez en solo, vous ne pourrez pas jouer avec les deux autres factions. Donc, vous aurez 3 factions et il y en aura 2 que vous ne pourrez pas utiliser. C'est un peu bête. Et justement, les stretch goals vont vous donner les autres factions à jouer. Donc, vous avez la campagne du donjon qui va vous permettre de jouer la deuxième faction de la boîte de base, la campagne de la nécropole qui est la troisième faction de la boîte de base, et après la campagne de la tour qui est la nouvelle faction qui est donnée avec les stretch goals. Donc, c'est-à-dire que sans les stretch goals, eh bien, vous avez 2 factions sur 3 dans la boîte de base que vous ne pourrez pas jouer. Je parle bien en solo, attention. Donc c'est pour ça, à mettre attention, si vous prenez le retail, ne vous faites pas avoir, surtout si vous jouez en solo. Voilà, faites bien attention, je veux bien mettre des bémols là-dessus. Donc, on disait que pour la mise en place, on choisit donc, enfin c'est eux qui choisissent la faction, donc là c'est la campagne du château, donc on est obligé de jouer les châteaux forcément. Et le héros, pareil, on ne choisit pas, regardez, héros de faction c'est Catherine. Donc Catherine, c'est elle. Donc c'est-à-dire que je ne peux même pas décider de jouer, par exemple, de dire bah tiens j'ai envie de jouer Rion. Eh ben non.
Je peux pas, c'est eux qui décident. Donc en solo, vous pouvez pas non plus. Donc voilà, il faut le savoir aussi. D'où l'importance d'avoir les stretch goals. Parce que quand vous avez les stretch goals, les scénarios que je vous ai montrés tout à l'heure, et quand vous faites un scénario, souvent ils vous proposent deux héros. Soit l'un, soit l'autre. Souvent c'est ça. Ouais, je peux vous montrer. Donc ils sont un petit peu améliorés, on va dire, avec les stretch goals. Au pif. Voilà. Là, héros, il vous dit soit Sandro, soit Tamika pour ce scénario-là. Donc en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans la boîte de base, vous n'avez pas ce progrès-là, on va dire. Ok? Donc là, héros de faction, bah, Catherine, c'est pris. Donc là, j'ai pris mon village, j'ai pris le personnage. Ça, c'est les points d'XP du personnage. On commence level 1. Donc je mets mon petit cube ici pour dire que je suis level 1. On va pouvoir monter jusqu'à level 7 max. J'ai pris les capacités du personnage. Donc normalement, il y a 3 cartes de capacité. Voilà, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. J'ai pris les unités de la faction. Il y en a 7 par faction, donc les 7 unités de la faction. Ok, on va avoir besoin. On a pris le contour pour mettre le contour là. Donc je vais pouvoir mettre un cube pour dire le round numéro 1. Parce que les scénarios, c'est comme un peu Eutia. Ça va être en round, un peu comme Mage Knight. Hop, je vais mettre ici pour dire que c'est le round. Voilà. La map avec les tuiles aléatoires, bien sûr. Et les différentes en position là-bas des cartes. C'est comme Mage Knight pour acheter un sort, un truc comme ça. Ok, donc ça, pas de souci. Alors, donc voilà pour la mise en place comme ça. Après, on nous dit les ressources de départ. Donc les ressources de départ, on a 15 gold et un cristal. Donc c'est ce que j'ai pris ici. Ici, j'ai 15 gold, donc 10, 3, 4, 5, d'accord, et un cristal qui est là. Donc ça, c'est les ressources. Dans le jeu, il y a 3 ressources différentes, gold, pierre, cristal. Et suivant ce qu'on veut faire, eh ben, il va falloir payer. Par exemple, si je veux débloquer la forge, ça va me coûter 4 gold, 3 pierres et 0 cristal. Voilà, c'est ça. Les ressources vont surtout servir à payer pour développer votre village et aussi à recruter vos unités pour pouvoir faire des combats. Les bâtiments, aucun. Il y a des scénarios de temps en temps qui vont vous dire, bon, bah voilà, vous avez déjà la forge de débloquer, par exemple. Et dans ce cas-là, vous mettrez directement votre forge. Mais là, ce n'est pas le cas. Et puis, vous allez voir que dans ce scénario-là, on ne va pas utiliser les bâtiments. Les bonus, choisissez une des options suivantes. Donc, soit on améliore vos cartes, les cartes arbalétrier et hallebarde, soit je gagne 3 cristaux, soit je peux fouiller 3 fois. Enfin, je peux fouiller 3 cartes. Et ce symbole-là, c'est l'artefact. Alors, les artefacts, c'est les cartes qui sont ici, normalement. Fouiller, ça veut dire quoi? Fouiller 3, ça veut dire que j'ai le droit de piocher 3 cartes et j'ai le droit d'en prendre une dans mon deck. Mais là, moi, je ne vais pas faire ça comme amélioration. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais améliorer mes deux personnages. Voilà, moi, je veux améliorer mes cartes Albatrier et Hallebarde. Alors, pourquoi je veux faire ça? Parce que ça coûte cher de les améliorer, puisque, en fait, quand on commence ce scénario-là, on a 3 unités avec nous, parmi les 7, hein. On a l'arbalétrier, les hallebardes et les griffons. Les autres, il va falloir les acheter. Voilà, les acheter. Alors, elles ont un niveau. Par exemple, là, c'est niveau bronze. On voit l'étoile bronze. Là, c'est niveau argent. Et là, c'est niveau or. Pour pouvoir acheter normalement des unités bronze, il faut débloquer le bâtiment bronze. Pour pouvoir acheter des unités argent, il faut débloquer le bâtiment argent. Et pour pouvoir acheter les personnages gold, il faut débloquer le bâtiment gold. Vous aurez compris le principe, d'accord? Sauf que là, comme on n'a pas les bâtiments, le livre de règles va nous dire qu'on va pouvoir quand même acheter les bronzes et on va quand même pouvoir acheter les gold, mais pas les argents, pardon, mais pas les gold. Les gold, on ne pourra pas les acheter. Voilà. Mais en tout cas, ils nous disent qu'on commence avec les 3 là. Donc celles-là, elles sont déjà à moi, j'ai pas besoin de les acheter. D'accord? Et donc, mon amélioration qui me donne, c'est d'améliorer celle-là et celle-là. En fait, sur une carte d'unité, il y a 2 côtés. Côté standard et le côté amélioré. Le côté amélioré, il est comme ça. Voilà. Donc, il est un peu bling-bling. Moi, personnellement, j'aime pas trop le fait que ça soit un peu toutes les couleurs comme ça. Alors, déjà, parce que ça fait mal aux yeux quand on joue, surtout quand on joue pas mal. Et en plus, à la caméra, c'est pas top. Mais là, j'ai pas le choix, malheureusement. J'aurais préféré qu'il me fasse une carte standard. Mais bon, j'aime pas trop le côté bling bling. Enfin bref. Donc là, je vais décider que ce soit les arbalétriers qui soient améliorés pour moi.
pour mon équipe. Et pareil pour les halbardiers. Donc voilà, ça c'est le bonus que moi je veux prendre. Le fait de les améliorer, en fait, ils vont gagner des PV, ils vont gagner des stats. Voilà, c'est pour ça. Donc on reviendra dessus. J'expliquerai quand on joue les stats, les machins, on va revenir dessus. Donc ça, je mets ça de côté. Ça, ce sont des unités qu'on a en fait. Voilà, qui sont disponibles pour un combat. Donc le plateau de combat, il est à droite. Pour l'instant, je mets mes unités ici. Elles sont dispo après. Ensuite, oui, donc armée de faction, vous voyez ici, on nous dit quelques halbardiers, quelques arbatriers et quelques griffons. C'est pour ça que j'ai les trois en fait, j'ai les trois avec moi parce qu'ils m'ont dit de les prendre ces trois-là. Ils me les ont donnés à la mise en place si vous voulez. Alors le mot quelque, attention, ne vous méprenez pas. En fait, le mot quelque, c'est pour indiquer que c'est sur la face non upgrade. Voilà. Là, vous voyez le griffon, et ben cette face-là, là, qui n'est pas upgrade, ça s'appelle quelque. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Ça s'appelle quelque dans le jeu. Donc quand vous lisez quelques griffons, ça ne veut pas dire prenez des griffons suivant le nombre, quelques. Non, en fait, quelques, ça veut dire que c'est le côté pas amélioré. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et quand c'est amélioré, ils appellent ça un groupe. Voilà, c'est ce qu'on voit là, le groupe. D'accord? Donc quand ils disent quelques griffons, en fait, ça veut dire cette carte-là, griffon. Quelques arbalétriers, bah, c'est cette carte-là, albatrier, et cette carte-là, albarde. Voilà, donc ça c'est quelques, en fait. Quand vous voyez quelques, ça veut dire ça. Et après, donc, l'avantage, le bonus que j'ai eu, c'est d'améliorer les deux là. Voilà. Donc, suivant, il y a des scénarios, ils vont changer. Hein. Il y a des scénarios, par exemple, qui vont vous donner des unités. Donc, comme là, ils m'en ont donné. Mais il y a des scénarios, ils ne vont pas vous en donner. Il y a des scénarios, ils vont dire, bah non, vous commencez avec rien. Vous commencez avec tel bâtiment ou pas. Avec tel goal ou pas. Donc, ça reste quand même une sorte de pulse game. Hein. Quand même, donc c'est quand même intéressant. Avec les tuiles aléatoires. Alors, pas toutes, ne sont pas toutes aléatoires, mais certaines sont aléatoires. Un peu comme dans Mage Knight. Ensuite, on doit préparer l'IA. Alors, dans le jeu, il y a deux systèmes d'IA, entre guillemets. Il va y avoir une IA qui va refléter en fait un vrai joueur, si vous voulez. Voilà, qui va être contre moi, parce que le but du jeu, normalement, c'est en compétitif. Donc là, l'IA va faire qu'on va jouer contre moi. Et il y a une IA un petit peu neutre, ce qu'on appelle les unités neutres, c'est une IA neutre, où en fait, ça va être le jeu en lui-même. Et cette IA neutre, elle est aussi présente quand vous jouez à deux. Si par exemple là, je fais un scénario avec un copain, et ben, il y aura des unités neutres. Et on va se battre. Moi, je vais me battre contre le jeu unité neutre, et lui, il va se battre contre le jeu unité neutre, en plus de se battre, que moi, je me batte contre lui, et lui qui se batte contre moi, vous voyez. Donc là, c'est le même principe. On a une IA où on se bat contre, où on a suivant des objectifs différents suivant les scénarios. Et on a une IA neutre du jeu en fait. Alors attention, ne vous méprenez pas quand je dis qu'on a une IA du jeu. Aujourd'hui en tout cas, il n'y a pas d'IA qui a été créée pour remplacer un joueur sur ce jeu-là. En fait, l'IA, entre guillemets, qu'il va y avoir, c'est juste que ça va vous dire, bah tiens, allez là-bas péter le groupe de l'IA Intel, allez là-bas péter le groupe de l'IA Intel, etc. Voilà. Il n'y a pas vraiment une IA qui va refléter comme un vrai joueur. Voilà. Donc, c'est pas encore fait en tout cas. Donc voilà. Ça fait, en fait, c'est un peu plus comme, c'est un peu comme Mage Knight, si vous voulez, avec les cités. Vous voyez, quand on vous dit, bah, allez péter une cité, la cité blanche, la cité bleue, voilà. Ben là, c'est un peu le même principe. Dans Mage Knight, il n'y a pas réellement d'IA. Vous avez un joueur fantôme, il n'y a pas d'IA. Ben là, c'est un peu le même délire. Il n'y a pas vraiment d'IA. Il y a une IA quand même que de temps en temps, enfin, dans certains scénarios, il peut y avoir un bonhomme, un jeton qui se déplace, mais ça s'arrête là, quoi. Ça ne va pas remplacer un vrai joueur. Donc, préparation de l'IA. La faction, c'est le donjon. Bon, je sais pas trop. J'ai mis là-bas, c'est pour ça que j'ai mis la faction de donjon là-bas. Je sais pas trop s'il y a un intérêt à la mettre. Je pense pas. Mais bon, voilà. Le deck d'IA, là, on nous dit que c'est que des cartes force. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a 20 cartes d'IA dans le jeu. Et les cartes d'IA, elles sont en plusieurs catégories. Vous avez les cartes magie avec le chapeau, les cartes force et les cartes capacité. Et là, on me dit, pour ce scénario-là, spécialement pour celui-là, je dois prendre 6 cartes force, simplement. Et normalement, il y a un autre deck qui s'appelle le deck de sort. Et bien là, il n'y en a pas. Et par exemple, si je prends le scénario numéro 2, pour vous donner un exemple, dans le scénario du numéro 2, l'IA a 2 armées.
hein, et je suppose qu'il faut péter les deux armées. Voilà, bah voilà. Condition de victoire, vaincre les deux armées, voilà, par exemple. Donc là, c'est typiquement le même principe que les villes dans Mage Knight, c'est exactement ça. Et donc là, par contre, pour le coup, on a bien un deck d'IA spécial pour cette armée-là, un deck d'IA spécial pour cette armée-là, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, si, remarque, c'est les mêmes. Et après, on a bien un deck de sorts. D'accord? Ça, c'est pour le scénario 2. Par contre, pour le scénario 1, il n'y a pas de deck de sorts et il n'y a pas d'autres cartes IA que de les cartes force. Voilà. Donc ça, je l'ai mis là. Les 6 cartes force sont là. On remélangera au besoin. Je les laisse de côté. Règle spéciale, mettez de côté la carte troglodyte. Vous en aurez besoin pendant ce scénario. Donc pareil, troglodyte qui est ici. Ben, je l'ai mis, c'est une unité. Hein. Quand vous voyez ça, c'est une unité bronze. Parce que c'est comme ça. Donc je l'ai mis de côté. Voilà. Préparation du plateau, donc là, on nous indique de prendre les tuiles et de les positionner bah, comme sur le dessin. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, d'accord? Hop, avec la tuile ici du méchant. Donc le méchant, il doit se trouver là. Alors j'ai pas mis une figurine, mais on peut en mettre une. Enfin bref, on s'en fout. Et le but, ça sera d'aller là, à la cité, et péter le méchant. Alors le méchant, l'armée ennemie du méchant, on n'a pas vu, mais c'est armée neutre de niveau 4 et quelques minotaures. Alors attention, quelques, encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Hein. Quelques, ça veut dire c'est la carte minotaure, mais qui n'est pas améliorée. Hein. Au début, ça surprend un peu. Et bien en fait, j'ai tiré au hasard. Donc on nous dit les minotaures. Donc ça, c'est la carte des minotaures de l'IA. Donc je l'ai mis, c'est pour ça que je l'ai mis là-bas avec son plateau minotaure d'IA. Et après, on nous dit armée neutre de niveau 4. Alors, armée neutre de niveau 4, quand on ne connaît pas le jeu ou quand on découvre, on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, c'est quoi? C'est qu'on a un tableau ici de difficulté à la fin du livre. Et on peut changer la difficulté. Donc ça, par contre, c'est bien. On peut jouer en facile, on peut jouer en normal, on peut jouer en difficile ou on peut jouer en impossible. Alors moi, je ne connais pas le jeu, je ne sais pas du tout comment jouer. On m'a conseillé de jouer en difficile directement. On m'a dit joue en difficile directement, donc c'est ce qu'on va faire. Et là, on nous dit que l'IA, c'est un niveau 4. Donc niveau 4 en difficile, vous voyez, c'est quoi? C'est 3 argent. Bah, du coup, il faut que je le refasse, parce que moi, j'avais fait la mise en place pour le niveau normal. Donc on va recommencer, c'est pas grave. Donc 3 argent. Donc je prends le deck des unités argent, on mélange. Et en fait, j'en prends 3, 1, 2, 3, voilà. Et donc ça sera l'IA que je dois battre pour ce scénario-là, avec les Minotaurs, bien sûr. Par contre, on ne les découvre pas, on va pas. Voilà. Donc en fait, vous savez, quand on fait la mise en place de Mage Knight et qu'ils nous disent, eh ben, vous prenez 3 orques, 3 bleus, enfin 3 blancs, machin, et bien là, c'est le même principe. On prend les. Sauf que là, c'est pas des jetons, c'est des cartes, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, on met de côté pour l'IA. Voilà. Donc ça, c'est l'IA là-bas. Donc là, on est en mode difficile. OK. Tuile de départ, donjon S2. Donc c'est celle qui est là, donjon S2. Donc les tuiles sont numérotées, hein, S2. Ok, on reviendra dessus quand on jouera. Les 5 tuiles lointaines, niveau 2, niveau 3, n'importe lesquelles parmi F1 à F9. Donc là, j'ai mélangé toutes les F1, F9 et j'ai mis au hasard niveau 2, niveau 3. En fait, dans le jeu, vous avez 4 tuiles, 4 ou 5 tuiles différentes. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Voilà. Dans ce scénario-là, il n'y a pas de niveau 4, il n'y a pas de niveau 6, il n'y a pas de niveau 7. Mais après, suivant les scénarios, évidemment, ça peut changer. Par exemple, celui-là, il y a un niveau 4, niveau 5. Il n'y a même pas de 6, 7. Et dans celui-là, il y a un niveau 7 dans le dernier. Dans le dernier, il a d'être un peu plus costaud. Ok. Voilà, je vous rappelle, là, je pense que le premier scénar, c'est une sorte de tuto. Hein. Et ensuite, tuile proche 4 ou 5, c'est celle qui est là. Donc normalement, voilà, celle qui est là, j'ai fait 4 ou 5 comme indiqué. Donc utiliser la tuile proche avec la prière verte et un obélisque N3. Donc là, on ne choisit pas, on doit prendre la N3. Donc j'ai mis la N3, comme ils ont dit. Le héros, on nous dit qu'il commence sur la tuile.
Alors, placez un des héros du donjon sur la tuile de départ de sa ville de faction. D'accord. Donc là, normalement, on doit placer le héros ici, méchant, pour dire qu'il faut péter le héros, en fait. Enfin, il faut aller libérer notre pote, en fait, en gros, dans l'histoire, c'est qu'on doit aller libérer notre pote. Et notre pote, il était emprisonné là. Donc, c'est pour ça qu'ils nous disent de prendre un héros de la faction, de le mettre là. Mais bon, on s'en fout. Donc, quand on arrive là, on sait qu'on doit le péter, on n'a pas besoin de le mettre. Ensuite, on nous dit notre héros, nous, à nous. Votre héros commence sur la tuile la plus à gauche, donc celle-là, là où il y a le dessin. Comme indiqué sur le schéma de la page suivante. Cette tuile est déjà révélée, c'est pour ça que moi je l'ai révélée. Voilà. Et positionnez bien cette tuile de façon à ce que sa case vide soit sur la gauche, ce qui fait d'elle la case la plus à gauche du plateau. Donc en fait, quand on regarde, on commence sur la case vide. Et c'est exactement comme ça que je l'ai mis. On reviendra dessus. Sur les tuiles, il y a la case vide qui est là, donc je la mets le plus à gauche. Donc ça correspond bien à ça. Et nous, notre personnage commence justement sur la case vide. Voilà. Vous inquiétez pas, je vous montrerai bien comme il faut le plateau. Ensuite, les règles additionnelles spéciales à ce scénario-là. La tuile de départ, elle est déjà révélée. Ça, c'est une des règles. Bon, on l'a déjà révélée puisque de toute façon, elle était déjà révélée sur la photo. Votre héros ne peut pas gagner d'expérience au-delà du niveau 4. Ah, donc là, attention, pour ce premier scénario un peu tutoriel, on ne peut pas aller au-delà du niveau 4. Donc là, normalement, on a 7 niveaux pour notre personnage. Si la caméra veut bien. Non, elle ne veut pas. Si, c'est bon. On a 7 niveaux ici. Et bien là, on ne pourra pas dépasser le niveau 4. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Quand on arrive là, c'est fini. Là, il y a des interniveaux, en fait. Vous allez voir que 1 XP, ça fait aller là. D'accord? 2 XP, ça fait là. Donc en gros, pour passer niveau 2, il faut 2 XP. Voilà. Donc là, on ne peut pas dépasser ça. On va peut-être mettre un cube pour s'en rappeler. Je vais mettre un cube là pour dire, bah voilà, on ne peut pas dépasser le niveau 4. Bon, je ne sais pas si ça va arriver, mais bon, on ne sait jamais. On me dit, vous ne pouvez pas construire de bâtiments. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo. On ne peut pas construire de bâtiments. Ça, c'est les bâtiments. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, comme on ne peut pas construire de bâtiment, ce pion-là ne me servira à rien. Et ce pion-là qui sert à utiliser un bâtiment, qui s'appelle la guilde des mages, bah, ne me sert à rien parce que je ne peux pas construire. Par contre, on me dit, mais attention, mais même si je ne peux pas construire de bâtiment, on me dit que je peux quand même recruter des unités bronze et argent sans avoir besoin des bâtiments correspondants. Donc normalement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir recruter des unités, les 7 unités qu'on a là, pour pouvoir recruter des unités, que ce soit bronze, argent ou gold, il faut le bâtiment adéquat, le bâtiment de recrutement. Le bâtiment de recrutement, par exemple, là, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est les tours, il faut 5 gold, 3 machins, voilà. Mais comme nous, on ne peut pas construire de bâtiment, puisque c'est la règle, ben, du coup, si on suivrait la règle, on ne pourrait pas recruter, puisqu'on ne peut pas construire de bâtiment. Et que pour recruter, il faut avoir le bâtiment adéquat par rapport au niveau. Donc, la règle nous dit, vous ne pouvez pas construire de bâtiment, mais vous pouvez quand même recruter. Attention tout de même, on ne peut pas recruter les golds. Donc là, dans cette partie, on n'aura pas d'unité gold. Les unités gold ne peuvent pas être recrutées. Donc on n'aura pas d'unité gold dans cette partie. On n'aura que du bronze, que du argent. Normalement, il faut un bâtiment pour les recruter, mais là, on n'a pas besoin du bâtiment pour le faire. Et justement, c'est ce token-là. Ce token-là nous permet de recruter des unités ou de les améliorer d'ailleurs. Ce token-là, donc c'est une fois par manche. D'accord. Et donc normalement, il faut le faire avec le bâtiment, mais comme là, on n'a pas besoin. Donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. On peut l'utiliser puisqu'on peut le faire. Chaque manche est considérée comme une manche de revenus, mais uniquement pour les revenus des mines et des enclaves. Alors là, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc je sais pas, je vais la jouer normale. On verra si c'est ça. Mais j'ai pas compris. Chaque manche est considérée comme une manche de revenus, mais uniquement pour les revenus des mines et des enclaves. Je n'ai pas compris cette phrase. Donc je sais pas. Ensuite, il y a une règle qui nous dit que explorer un obélisque déclenche un événement spécial. D'accord. Et c'est lequel? On ne sait pas. C'est quoi l'événement?
On ne sait pas. Après, on nous dit le héros ennemi ne se déplace pas, il se contente d'attendre. Voilà, il est là-bas, il est dans son château, il attend. Vous ne perdez pas ce scénario si vous ne contrôlez plus aucune ville, forcément, parce que normalement, quand on commence le jeu, en fait, on a notre ville à nous. Là, il n'y est pas notre ville. Et donc, dans les règles, ils nous disent que si on n'a pas notre ville, on perd. Si on a perdu notre ville, entre guillemets, on perd, ce qui est logique. Et ben là, en fait, en fin de compte, on n'a pas notre ville puisqu'elle n'est pas là. Donc là, ils nous disent, bah, vous perdez pas, logique, parce que c'est le but du scénario. Conditions de victoire et de défaite. Victoire, atteindre la ville sur la tuile donjon. Donc c'est là-bas. Vaincre la faction du donjon qui l'occupe et libérer Rion. Donc là, on doit aller là-bas, vaincre le monstre avec ces niveaux-là. Et voilà, et on a gagné. Par contre, on perd. Si on perd un combat, on a perdu. Alors attention, il ne faut pas perdre de combat. Règle très stricte. Si vous n'avez pas capturé la ville avant la manche 8, on a perdu. Donc là, pareil, on va 8 tours pour pouvoir libérer le copain. Donc 8 tours, ça va vite. Hein. Je vais mettre un token à 9 pour dire que 8 tours, c'est fini. Les événements programmés, en fait, dans le jeu, vous allez avoir des événements programmés qui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que quand il va se passer des événements ou des choses, trucs comme ça, derrière, vous allez avoir un peu un truc narratif avec potentiellement des choix. On va vous dire, bon bah voilà, il se passe ça, qu'est-ce que tu peux faire? Donc ça, c'est plutôt cool. Donc au début, on nous dit manche 1, donc la première manche, c'est là où on va commencer. Lisez la section comité d'accueil, donc ça, on va le lire ensemble. Ensuite, la manche 8, si la faction de donjon n'est pas vaincue à la fin de cette manche, il n'y a plus d'espoir, vous avez perdu. Donc dans ce cas-là, il faut lire le truc, il n'y a plus d'espoir, vous avez perdu, il faut lire qu'on a perdu. Sinon, on a un événement lorsqu'une deuxième tuile niveau 2-3 est révélée. On doit lire la section embranchement. Quand on aura révélé une autre tuile, parce que là, il y en a déjà une de révélée, donc quand on en révélera une deuxième, il faudra lire l'embranchement. Et lorsque vous réussissez le scénario, si on réussit, il faudra lire une mauvaise nouvelle, n'arrive jamais seul. Parce que comme c'est une campagne, je pense que derrière, ça suit le scénario numéro 2. Voilà. Voilà à peu près pour la mise en place, tout ce que vous devrez savoir. Par contre, là, explorer un obélisque déclenche un événement spécial. Je ne sais pas c'est quoi. Je regarde ici les événements spéciaux, mais il n'y a pas d'obélisque. C'est ça, je comprends pas. En fait, il n'y a pas ici dans les événements programmés déclencher un machin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que je vais regarder. Alors me revoilà, j'ai dû faire une petite pause. J'ai dû répondre à Guillaume sur Discord parce qu'il me posait des questions sur Midara et c'est important de répondre aux gens. Moi, quand je pose des questions, toute la communauté me répond, hein, forcément. Donc, pas forcément, non, pas forcément, mais c'est gentil de leur part. Donc, je prends aussi le temps pour répondre aux gens. Donc, c'est pour ça que j'avais stoppé la caméra pour lui répondre. Si jamais, Guillaume, tu vois cette vidéo, un petit coucou à toi. Et du coup, j'en ai profité en même temps, ben, justement, sur Discord pour poser les questions par rapport aux questions que moi, je n'avais pas la réponse. Et on m'a donné des réponses. Donc, je pense que ça tient la route, ce qu'ils m'ont dit. Donc, je vais faire comme ils ont dit. Donc, pour la règle ici, de chaque manche est considérée comme une manche de revenus, mais uniquement pour les revenus des mines et des enclaves. En fait, Pierre-Yves, il m'a dit que, enfin, normalement, quand on joue, on a deux manches différentes. On a les manches impaires vont être les manches de revenus et les manches paires vont être des manches d'événements. Ou alors, à chaque fois qu'on va arriver sur une manche paire, donc en bas, on va tirer une carte événement comme celle-là. Voilà, et il va se passer quelque chose. Donc, ce qu'on appelle un tour d'événement, si vous voulez. Et bien pour ce scénario-là, il n'y aura pas d'événement. En fin de compte, il n'y aura que des revenus. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc encore une fois, ça change les règles standards, mais je vous dis que c'est un tutoriel, donc je pense que c'est normal. Donc voilà pour ça, j'avais pas compris, donc il m'a dit ça. Et le truc que je trouvais pas aussi, c'était l'obélisque là, déclencher un événement spécial, je trouvais pas où c'était. Donc là, ils m'ont répondu aussi sur le Discord et en fait, ça se trouve derrière dans les différents, dans l'histoire en fait. C'est écrit là à un moment donné, si vous révélez un obélisque, voilà, c'est écrit en rouge, mais bon, il fallait quand même un peu chercher. Donc voilà pour les deux questions que j'avais et du coup, ils m'ont bien répondu, donc merci à eux. Et donc voilà. Donc ce qui veut dire en fait que sur ce scénario-là, en plus de ne pas pouvoir faire les bâtiments, on n'aura pas d'événements sur les tours impaires, on n'aura que des phases de revenus. Voilà.
Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit pendant la mise en place. Donc, c'est le dernier truc que je ne vous ai pas dit, puis après on a fini avec ça. C'est que chaque faction, chaque personnage va avoir un deck de départ, forcément, puisque c'est un deck building. Donc, on va avoir un deck de départ. Donc, le deck de départ, c'est quoi? Le deck de départ va varier en fonction des héros que l'on va prendre, ou que l'on va nous imposer. Donc là, par exemple, on me dit qu'il y a deux cartes attaque. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc, deux cartes, il y a des cartes génériques attaque, il y a des cartes génériques défense. Donc là, dans mon deck, je vais devoir prendre deux cartes attaque puisque c'est indiqué ici. Donc là, mon deck de départ, deux cartes attaque. Ensuite, on me dit qu'il y aura deux cartes de défense. Donc pareil, je vais prendre deux cartes de défense génériques, je les mets dans mon deck. Après, on me dit ici, il y aura, ça c'est une carte de puissance. Voilà, c'est des cartes comme ça. Et là, j'en ai une dans mon deck. Et bien pareil, je prends une carte de puissance que je mets dans mon deck. Après, il y a une carte, là, les petits livres comme ça, c'est ce qu'on appelle du savoir, des cartes de savoir. Donc pareil, on me dit que j'en ai une. Donc je prends une carte de savoir que je mets dans mon deck. Donc ça va être mon deck de départ, mais c'est pas fini. Je dois mettre aussi ma capacité, parce que chaque héros a une capacité. Elle a la capacité commandement. Donc je dois récupérer la capacité commandement et la mettre dans mon deck. Donc, hop, capacité commandement qui est là. Et bien, je la mets aussi dans mon deck. Et mon héros a aussi une autre capacité, enfin une spécialisation plutôt. Et là, c'est la spécialisation paladin. Alors, chaque héros a une spécialisation et il y a 3 niveaux de spécialisation. Niveau, on va dire niveau 1, niveau 4 et niveau 6. Niveau 6. Ce qui veut dire en fait que quand mon personnage est level 1, ce qui est le cas à l'instant T, et ben, sa spécialisation paladin va aller dans mon deck. Donc je la mets dans mon deck puisqu'elle est niveau 1 et je suis niveau 1. Dès que je vais arriver niveau 4, je vais pouvoir mettre la spécialisation niveau 4 dans mon deck. Et quand je vais arriver niveau 6, je vais pouvoir mettre la spécialisation de niveau 6 dans mon deck. D'accord? Ça, c'est quand je vais level up. Donc là, pour l'instant, ces deux cartes, ben, je les mets de côté parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, vous, quand vous faites votre deck de personnages, vous prenez juste votre spécialisation, vous prenez la carte niveau 1 et vous la mettez dans votre deck parce que forcément, vous commencez niveau 1. D'accord? Et la dernière carte, il ne manque plus qu'une carte. La dernière carte qui manque, c'est que si votre personnage, c'est un guerrier, vous allez mettre un sort qui s'appelle une flèche magique dans votre deck. Et si jamais, par contre, votre personnage, c'est un mage, et ben dans ce cas-là, il ne faudra pas mettre une flèche magique, mais il faudra en mettre deux. Voilà. Donc, ce qui donne un deck de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec la flèche magique. Si on regarde de l'autre côté, juste pour l'exemple, parce que là, c'est un mage. Et bien là, il aura 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il a 7 cartes. Et du coup, c'est pour ça qu'il faudra mettre 2 cartes flèches magiques pour arriver à 9. Voilà. Il aura 9 cartes aussi, sauf que lui, il aura 2 flèches magiques. Et moi, en tant que guerrier, j'en ai qu'une. Donc ça, je ne l'invente pas, c'est écrit dans les règles. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le deck. Le deck de départ, il est comme ça. C'est comme ça qu'on le construit par rapport aux stats en fait, des héros, tout simplement. Et c'est le seul truc, c'est le dernier truc que je vous avais pas dit, comment on faisait ça. Et puis voilà. Donc je mélange bien mon deck, je le mets là, et puis on va pouvoir commencer à jouer. Alors comment se déroule un tour de jeu? Alors un tour de jeu, dans un tour de jeu, on va pouvoir faire à notre tour plusieurs choses. Déjà, avant de commencer le tour de jeu, avant de commencer la manche, en 1, on vérifie le type de la manche, savoir si la manche est justement une ressource, voilà, une manche de ressources, comme ça on va gagner les ressources que l'on a de notre village. Hein. Par exemple, je ne sais pas, si j'ai 4 cailloux, bah, je vais gagner 4 cailloux parce que c'est les ressources de mon village. D'accord? Voilà. Et si par contre c'est une manche d'événements, et ben là, je vais tirer un événement. Mais sur la première manche, on ignore. Vous voyez, à la manche 1, ignorer cette étape et passer directement à l'étape numéro 3. La manche 1, on ne fait jamais la ressource, parce que la manche 1, c'est une ressource, c'est impair. On ne fait jamais la ressource sur la manche 1, parce que c'est indiqué, d'accord? Donc ça, on ne le fait pas, mais normalement, sur une manche standard, suivant si vous êtes impair ou pair, ça va être soit ressource, soit événement.
Sachant que dans ce scénario-là, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que des revenus, il n'y a pas d'événement. En 2, normalement, c'est faire retourner les jetons population, construction et grimoire. Si jamais on avait utilisé ces jetons-là, comme on a le droit de les faire qu'une fois par tour, eh ben, en 2, on doit les retourner. Mais comme là, normalement, bon, ils ne sont pas utilisés, normalement. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas la 2 sur le premier tour de jeu, parce que normalement, pendant la mise en place, on les met comme ça. Là, c'est moi qui les ai mis comme ça, pour dire qu'on ne les utilise pas dans ce scénario-là, mais voilà. Et après, on commence notre tour. Alors, à notre tour, la première chose à faire, c'est on va faire des vérifications par rapport à notre main et à notre deck. On va tirer en fait notre main. Notre main ici, on voit, c'est marqué 4 cartes. On est niveau 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux peut-être baisser un tout petit peu. Ouais, je ne peux pas plus. Je vais essayer de vous approcher. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a un petit 4. C'est petit, hein. Il y a un petit 4. Et en fait, remarque, je peux peut-être faire ça. Voilà. Là, il y a un petit 4, voilà. Donc, niveau 1, je vais avoir le droit de 4 cartes dans ma main. Et après, plus on va monter de niveau et plus je vais avoir potentiellement des nouvelles cartes d'ajouter. OK? Donc là, moi, on me dit que niveau 1, j'ai le droit à 4 cartes. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends 4 cartes. Tout bête, hein? 1, 2, 3, 4. OK, donc ça, c'est ma main. C'est ma main de jeu. Donc là, on me dit, au début, j'ai le droit de défausser autant de cartes que je le souhaite pour en repiocher. Ça, j'ai le droit. Début de mon tour, on a le droit de le faire. On a le droit de défausser autant de cartes qu'on le souhaite pour en repiocher. Bon, suivant après, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va planifier. Là, par exemple, j'ai 2 défenses, j'ai une attaque et j'ai un savoir. Alors, on verra après comment fonctionnent les cartes, bien sûr. Par exemple, le savoir, ça va être pour jouer une carte sort. Bon, là, j'en ai pas, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, à la rigueur, je peux dire, bah, celle-là, je la défausse. Voilà, je la défausse. Ce qui va me permettre d'en repiocher une. Bien sûr, je ne dépasse pas la limite de ma main qui est de 4. Si jamais vous commencez votre tour et que votre limite est défaussée, votre limite est atteinte, pardon, si par exemple vous avez 5 cartes, et bien, il faudra justement en défausser pour arriver à votre limite. Et là, j'ai eu ma carte paladin. Donc là, en premier, on peut défausser autant de cartes qu'on le souhaite, c'est ce que je viens de faire. Après, on vérifie justement si ma limite n'est pas atteinte ou elle ne dépasse pas. Si jamais elle n'est pas atteinte, si j'en ai moins, si vous avez moins de cartes que votre limite, dans ce cas-là, je vais en repiocher pour compléter ma main. C'est ce que je viens de faire aussi. D'accord? Et si vous avez autant de cartes que votre limite, dans ce cas-là, on n'en pioche pas. C'est logique. Si vous avez plus de cartes que votre limite, on en défausse en conséquence. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire quand quand on commence notre tour, en fait, on gère un petit peu notre deck, notre main. OK? Et après, maintenant, je vais pouvoir jouer. Et en fait, dans un tour de jeu, on va pouvoir faire, entre guillemets, 3 choses différentes. Voilà. Là, on va dire, en gros chapitre, ça va être 3 chapitres. Et dans chaque chapitre, il va y avoir des petites étapes. Le premier chapitre, c'est le mouvement de notre personnage. Donc notre personnage, à chaque tour de jeu, à chaque manche, il va avoir 3 points de mouvement. C'est les flèches qu'on a là. 1, 2, 3. Voilà. Il va pouvoir se déplacer 2, 3 cases adjacentes de là où il se trouve. Du moment que c'est relié, il n'y a pas de souci. OK? Donc, pour un point de mouvement, je vais pouvoir le déplacer. Donc ça, on peut le faire quand on veut durant notre tour. On a 3 points. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle dépenser des points de mouvement, entre guillemets. D'accord? Les points de mouvement ne vont pas nous servir que à se déplacer. Ils vont aussi nous servir à révéler des tuiles. Par exemple, si on se trouve adjacent, eh bien, je vais pouvoir dépenser un point de mouvement pour révéler une tuile. Et ils vont nous servir aussi à autre chose pour les combats. Ça, on en reparlera au moment des combats. D'accord? Gardez en tête que dans ce gros chapitre où on peut gérer notre héros avec les mouvements, il y a un mouvement que je ne vous ai pas parlé, c'est pour les combats. On y reviendra quand on fera un combat. Je vous expliquerai ça pour pas trop voilà, vous embrouiller. Donc ça, c'est le premier truc qu'on peut faire à n'importe quel moment durant notre tour. C'est en gros dépenser les mouvements de notre personnage. On en a 3 par tour. Voilà. Et puis voilà.
La deuxième grosse phase de jeu, enfin, la deuxième grosse phase, le deuxième gros truc, le deuxième gros chapitre qu'on peut faire pendant notre tour, on va pouvoir faire les actions de notre ville. Donc, les actions de notre ville, c'est celle-là. Et donc, on a 3 actions dans notre ville, c'est les 3 actions qui sont là. Donc, on va avoir construire un bâtiment. Donc, construire un bâtiment, c'est-à-dire que je vais payer la valeur du bâtiment. Je vais utiliser mon action de construction. Ok, je vais prendre le bâtiment, le débloquer. Et du coup, avec le bâtiment, après, je vais avoir des capacités qui vont être notées en dessous. Par exemple, là, la citadelle, elle me débloque des améliorations d'unités, etc., etc. La salle du conseil me débloque des revenus, voilà. Bon, voilà, un truc comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Sauf que là, moi, dans ce scénario, je vous rappelle qu'on ne peut pas construire de bâtiment. Donc cette action-là, je ne peux pas la faire. Mais vous, tous les tours, enfin, si vous jouez standard, on va dire, toutes les manches, vous pouvez faire une action de construction. Et qu'une seule, hein, vous ne pouvez pas en faire deux. Donc c'est pour ça que vous tournez le bonhomme, enfin le bonhomme, le petit jeton. Vous faites votre action de construction et après, on le retourne, on ne peut plus le faire. C'est qu'une fois par manche. Pour le refaire, il faudra attendre prochaine manche qu'on le remette. La deuxième action, c'est recruter et améliorer des unités avec cette action-là. Par contre, pour le faire, normalement, il faut un bâtiment pour faire cette action-là. Il faut le bâtiment, justement, la citadelle, qui va permettre de faire des améliorations d'unités, par exemple, je crois. Et pour le recrutement, c'est ce que je vous expliquais. On va pouvoir recruter nos unités de notre faction, les 7 qu'on avait. D'accord. Sauf que pour pouvoir les recruter, il faut les bâtiments. Pour recruter, par exemple, les zélotes qui sont d'étoiles orange, étoiles silver, normalement, je dois construire le bâtiment des étoiles silver. Donc, c'est celui-là. C'est les terres consacrées. Voilà, qui me débloquent les étoiles silver. Donc, sur une partie standard, il faudrait que je fasse de la construction pour débloquer ça. Une fois que c'est débloqué, je le mets en place. Donc, petit à petit, notre village va... en fait, il va évoluer. Vous voyez, là, il n'y a rien sur l'image. Là, je le mets. Hop, il y a un petit bâtiment supplémentaire. C'est rigolo. Et le fait d'avoir posé ça, ça va me dire que quand je vais faire cette action-là, j'ai le droit de recruter après des unités argent. Sachant que, normalement, je ne peux pas construire l'argent en premier. Je dois construire le bronze en premier. On doit faire étape par étape. C'est d'abord bronze qui est là. Après, c'est argent. Et après, c'est gold. Voilà. Donc, nous, là, par contre, là, moi, je gagne un peu de temps, entre guillemets, sur ce scénario-là, parce que j'ai le droit de prendre des unités, même si je n'ai pas les bâtiments, c'est les règles spéciales de scénario. Donc, cette action-là, je peux la faire, du moment que je peux payer, je peux la faire. Et comment on fait pour recruter des unités? C'est très simple. Vous avez à gauche, avec la main, c'est le montant qu'il faut pour recruter. Donc là, c'est 8 gold pour recruter les zélotes. D'accord? Et ça, c'est le montant pour les améliorer. Pour les améliorer, il faut 12 gold. Voilà. Le bâtiment pour les recruter et le bâtiment pour les améliorer n'est pas le même. Le bâtiment pour les recruter, là, ça va être les tours, par exemple, qui vont nous permettre de recruter les bronzes. Par contre, pour les améliorer, c'est pas pareil, c'est la citadelle. La citadelle qui est là, c'est pour les améliorer. Donc, ce n'est pas le même bâtiment. Nous, on a de la chance, parce que dans ce scénario-là, on peut faire les deux sans les bâtiments. Enfin, je vérifie quand même, mais il me semble que oui. Voilà, c'est ça. On peut recruter les unités bronze et argent sans avoir besoin des bâtiments et on peut améliorer vos unités sans le bâtiment habituellement requis. Donc en fait, on n'a pas besoin des deux bâtiments pour pouvoir faire cette action-là, alors que normalement, si. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième action qu'on peut faire dans ce gros chapitre, on va dire, de la ville. Et le troisième, en fait, c'est cette action-là, c'est acheter un sort à la guilde des mages. Pareil, pour pouvoir faire cette action-là, il faut avoir débloqué le bâtiment de la guilde des mages, exactement le même principe que pour celui-là. Sauf que nous, là, pour ce scénario-là, comme on ne peut pas construire de bâtiment et qu'il ne me donne pas l'autorisation de le faire sans le bâtiment, malheureusement, je ne pourrais pas utiliser ce token-là. Donc, je le laisserai comme ça pour toute la game. Mais sachez que vous pouvez le faire qu'une fois par manche. Donc, voilà. Donc, je répète, par manche, vous pouvez utiliser vos mouvements pour déplacer votre personnage et faire ce qui est sur les différentes tuiles. Et vous pouvez aussi utiliser les 3 tokens pour votre village, construire, recruter, améliorer des unités ou apprendre des sorts. Voilà, par exemple. On peut aussi, pendant notre tour, jouer des cartes. Voilà, on peut jouer des cartes. Et il va y avoir des cartes qui vont être jouées en combat. Par exemple, attaque, ça va être joué en combat, forcément. Mais par contre, il peut y avoir des cartes qui peuvent être jouées potentiellement pour nous aider sur le plateau. Souvent, les cartes sont jouées quand même en combat, mais
là, toutes les cartes que j'ai, par exemple, elles sont jouées qu'en combat. Ouais, là, c'est du combat, combat, combat. Et une de vos unités gagne +1, c'est du combat. Une de vos unités gagne +1, c'est du combat. Voilà, donc en fait, là, moi, pour l'instant, là, je ne peux pas jouer de cartes, puisque c'est que des effets de combat. Et le dernier gros chapitre qu'on peut faire pendant notre tour de jeu, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est le chapitre du moral, donc c'est-à-dire tout ce qui est action de morale. Et en fait, le moral, c'est quoi? Et bien en fait, dans le jeu, vous allez voir qu'on va pouvoir gagner du moral ou en perdre. Et le moral va être caractérisé par ce token-là. Donc quand il est comme ça, là, illuminé avec les ailes en l'air, ça veut dire que notre moral il est positif. Par contre, s'il est comme ça veut dire que notre moral il est négatif. Et si on n'a pas de token, comme là, ben, ça veut dire qu'on est neutre, tout simplement. Quand notre moral il est positif, c'est-à-dire quand j'aurai mon token ici positif, le fait d'avoir ce token-là va me donner des différentes actions. La première action que ça va me donner, c'est je vais pouvoir piocher une carte grâce à ce token-là. Je vais pouvoir piocher une carte dans mon deck. Donc là, bah, par exemple, si je suis en moral positif, eh ben, je peux dire j'utilise, hop, j'utilise le défaut, c'est comme ça me permet de piocher une carte. Hop, ça me fait 5 cartes. Et la limite sera refaite qu'au prochain tour, donc il n'y a pas de souci. Je peux aussi, si je le souhaite, utiliser le token pour dire de défausser autant de cartes que je le souhaite pour en repiocher le même nombre. Par exemple, je peux dire, bah, mince, ma carte ne me plaît pas, ou il se passe un truc spécial, je ne sais pas, sur le plateau. Et ben j'ai un token comme ça, je peux dire, attends, je défausse toute ma main, hop, je défausse, et je repioche mes 4 cartes. Voilà. Mais je peux en défausser que 2 hein, si je veux. Hein. Vous en défaussez le nombre que vous voulez et vous repiochez le nombre que vous avez défaussé. Donc ça, c'est la capacité-là que ça peut me faire. Et la troisième capacité, en fait, ça va me permettre de relancer un dé. Pendant un combat, pendant un événement ou autre, s'il y a un lancer de dé qui n'est pas bon, je peux dépenser ça pour relancer un dé. Voilà. Donc ça sert à ça. Donc en fait, il y a 3 gros chapitres. Le mouvement du personnage avec les différentes tuiles, les différents trucs qui va se passer par rapport aux habitations, trucs comme ça. Ok, premier chapitre. Deuxième chapitre, les actions de votre ville que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez vous déplacer, après faire un truc de votre ville, vous déplacer après. Il n'y a pas d'ordre, hein, en fait. Faites ce que vous voulez. Et la troisième le gros chapitre, entre guillemets, ça va être le moral. Si vous en avez, vous allez pouvoir le dépenser, soit pour piocher, soit pour changer votre main, ou le nombre de cartes que vous voulez, soit pour relancer un dé. Sachant que si vous êtes en moral négatif et que vous reprenez encore un moral négatif, attention, il va y avoir des malus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais potentiellement, il peut y avoir des malus. Voilà. Donc voilà, ça marche comme ça. Donc là, mon tour de jeu, vous avez compris, ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc, ça peut être jouer les cartes, faire un mouvement, faire l'action là. D'ailleurs, je pourrais très bien faire cette action-là pour recruter une unité. Il faut savoir qu'en combat, on a le droit de mettre jusqu'à 5 unités maximum. Là, pour l'instant, j'en ai 3, c'est ce qu'ils m'ont donné hein, en début de scénario, mais je peux en avoir jusqu'à 5. Donc là, en fait, j'ai mes 3 unités bronze, il n'y en a pas d'autres, parce que je vous rappelle que par faction, il y en a 7. Donc là, il en reste 4. Donc là, potentiellement, je pourrais recruter les zélotes ou les paladins. Je ne peux pas recruter les golds dans ce scénario, je peux juste recruter les argents. Donc là, je pourrais très bien utiliser mon token là pour recruter. Et pour recruter eux, ça me coûte 8 gold. Et pour recruter eux, ça me coûte 6 gold. Je peux faire ça. Et je pourrais aussi, comme là, j'ai déjà les griffons avec moi, potentiellement, je pourrais dire, bah, j'améliore mes griffons. Et pour améliorer mes griffons, c'est 6 gold. Pourquoi pas? Je pourrais, bah, je vais peut-être même le faire. Parce que de toute façon, je ne peux pas construire de bâtiment. Donc là, les golds ne vont pas me servir à grand chose. Parce que normalement, les golds, en fait, normalement, l'income que vous avez va surtout servir pour faire les bâtiments. Mais comme ce scénario-là, c'est un peu un tuto, entre guillemets, il y a peut-être plus d'intérêt à essayer de se concentrer sur justement les unités. Et donc, ça peut être intéressant de le faire. Donc là, 2 questions se posent. Là, dans votre tête, vous avez 2 questions. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais du coup, est-ce que tu peux, avec ton token, acheter, soit améliorer, par exemple, ou est-ce que tu peux acheter plusieurs unités ou pas plusieurs unités? Alors en fait, c'est simple. Quand vous utilisez le token pour acheter et améliorer, vous faites ce que vous voulez entre acheter et améliorer. C'est-à-dire que j'utilise mon token, je peux très bien améliorer les griffons, acheter mes zélotes, en même temps améliorer mes zélotes.
Vous faites ce que vous voulez du moment que vous pouvez payer. Voilà, c'est ça la règle, entre guillemets. Donc ça, c'est mon pool. En fait, ça, c'est mon pool d'unités. D'accord, ça? C'est le pool d'unités disponible. Et ça, c'est mes unités que moi, j'ai pour le combat. Pour les combats, on va pouvoir utiliser que 5 unités maximum, pas plus. Et si jamais il y a une unité qui meurt durant un combat, par exemple, je sais pas, à un moment donné, je fais un combat, le griffon, il meurt. Et ben, le griffon ne revient pas dans mes unités parce qu'ils sont morts. Ils vont revenir dans mon pool d'unités et il va falloir que je repaye pour les ravoir. Je vais repayer pour les recruter, pour les ravoir. D'accord? Donc, il peut y avoir une importance d'éviter de perdre ces unités en combat pour éviter que ça revienne dans le pool, entre guillemets, pour éviter de les repayer à chaque fois. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est utiliser donc mon token pour recruter et améliorer. J'ai bien dit et parce qu'on peut faire les deux. Donc, je vais améliorer mes griffons. Normalement, pour améliorer, enfin, normalement, c'est pas normalement, il faut que 6 gold pour les améliorer. Donc là, je vais payer 10. Hop. Monnaie, s'il vous plaît, banque. Hop, 10. Et ils me rendent. C'est combien 6 gold? Ils me rendent 4. Alors 4. Voilà, donc 4, 3 et un 4. Donc là, ils sont améliorés. Comme ils sont améliorés, qu'est-ce qui se passe? Hop là, on les retourne. En les retournant, ils deviennent bling bling. Et du coup, ils vont pouvoir gagner plus de points de vie. Et il y a des capacités des fois qu'ils vont avoir aussi supplémentaires. Mais ça, on y reviendra quand on fera des combats. Mais je peux aussi recruter hein, si j'ai envie. Donc là, je peux recruter que des argent. Je ne peux pas avoir des gold. Eux, ils me coûtent 8 et eux, ils me coûtent 6. Donc là, eux, ils ont 3 d'attaque, 1 de défense, 5 PV, ça c'est les PV. Et ça, c'est l'initiative. Eux, ils ont un peu moins de PV, mais un peu plus de défense, les paladins. Eux, ils attaquent à distance, donc ça peut être sympa d'avoir des zélotes. Ignorer la pénalité d'attaque contre les unités adjacentes. Ah oui, d'accord. Vous pouvez relancer tous les 0 sur les dés d'attaque de cette unité. Oh, pas mal. Je pense que je vais acheter les zélotes pour 8. Ouais, je vais acheter les zélotes pour 8, donc ça me coûte 8 gold. 3 et 3, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, il me reste un gold. Donc ça, je les paye et ils viennent dans mon pool d'unités. Il me reste un gold et potentiellement un cristal. Alors pareil, on verra les cristaux à quoi ça sert. Normalement, ça sert pour les bâtiments. Peut-être que ça pourra servir pour autre chose d'autre. Mais je vous rappelle qu'on est quand même sur une partie tutoriel. Ok? Donc ça, mon pion, du coup, hop, je le mets en mode utilisé. Je ne pourrais plus le refaire sur cette manche-là, bien entendu. Pour l'instant, je n'ai pas de morale. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Potentiellement mes mouvements. Alors, comment on va... on va regarder un petit peu ensemble. Alors, nous, on va commencer là, d'accord? Mais je vais vous la mettre droite. Pour se déplacer, on peut se déplacer sur toutes les cases, sauf les cases qui sont pleines. Vous voyez là où c'est marqué F4 avec une case pleine comme ça, ça veut dire que je n'ai pas le droit de me déplacer dessus. C'est en fait du moment que c'est jaune foncé, enfin jaune fond comme ça là, ça veut dire que c'est fini. Enfin, on peut pas y aller. Là, je peux pas passer, d'accord? Donc souvent sur les tuiles, il y aura toujours une case où vous ne pourrez pas aller dessus. Et du coup, les créateurs en ont profité pour noter le numéro de la tuile, d'accord? Voilà. Donc là, nous on commence là. Je peux aller là et je peux aller là. Donc il faut savoir à quoi correspondent les bâtiments. Donc ça, c'est comme dans Mage Knight, on ne peut pas l'inventer. Et évidemment, comme c'est ma première partie, je ne les connais pas tous par cœur. J'en connais quelques-uns parce que je les ai lus sur le livre de règles, mais je n'ai pas tout retenu, vous vous en doutez bien. Donc là, ça va être facile. Ici, ce bâtiment-là, en fait, hein, l'aigle, il correspond à quoi? Vous vous rappelez, hop, je vous en ai parlé juste avant. L'aigle correspond à gagner du bonheur, en fait, de l'influence. Donc quand on va aller là, on va gagner un point d'influence positif. Et comme je suis neutre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais gagner le totem pour devenir positif. Si jamais j'étais négatif et que je gagne un positif, qu'est-ce qui va se passer? Je vais redevenir neutre. Voilà, basique, hein, d'accord? Donc si je déplace mon personnage là, je vais perdre un point de mouvement, mais on va faire le bâtiment et donc on va pouvoir réclamer son truc. Alors, il faut savoir que les bâtiments, il y en a 3 différents. Alors en vrai, je ne me suis pas exprimé. Il n'y a pas 3 bâtiments différents. Il y en a plus que ça, il y en a plein. C'est pas ça. Et on va dire qu'il y a 3 cases différentes ou catégories. Voilà. Il y a 3 catégories de bâtiments différents. Et dans une catégorie, il peut y avoir plusieurs bâtiments. Par exemple, catégorie des chiens, il y a le bulldog, il y a le caniche. Voilà. Là, c'est le même principe. On va avoir des catégories de bâtiments et il y a 3 catégories différentes.
La première catégorie, c'est une catégorie qu'on va appeler explorable. Donc, dans la catégorie explorable, je ne vais pas vous citer tous les bâtiments qu'il y a, parce que je ne les connais pas tous, mais il y a un certain nombre de bâtiments. Donc, les bâtiments à catégorie explorable, en fait, c'est des bâtiments où quand on va aller dessus, on va pouvoir l'explorer qu'une seule fois. Une fois qu'on l'a exploré, on va devoir mettre un cube noir dessus pour dire qu'on l'a exploré. Voilà. Par exemple, on imagine que celle-là, c'est explorable. Je vais dessus. Je dois mettre un cube dessus pour dire qu'on l'a exploré. Ce qui fait que si on revient dessus, ben, on ne va pas regagner le bonus. Voilà, ça paraît logique en même temps. Sinon, le mec, il fait vous voyez, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs catégories. Voilà, d'accord. Donc, je ne sais pas si celle-là, c'est explorable d'ailleurs. Je peux regarder. Peut-être que oui, d'ailleurs, pour éviter d'avoir le bonus plein de fois. C'est quoi le nom de celui-là? Ben, on ne sait pas, il faut regarder. C'est le temple et c'est explorable. Donc, vous voyez, donc c'est bien ça. Donc, celle-là, c'est bien explorable, c'est-à-dire que je vais y aller dessus, je vais gagner le bonus, parce que c'est, voilà. Et après, quand je vais retourner dessus, du moment qu'il y a un cube, ben, je ne pourrai pas regagner, ce qui est logique. Donc, c'est ça, les catégories de bâtiments explorables, c'est le fait de gagner qu'une fois, en fait. Et si vous repassez dessus, ben, c'est considéré comme une case vide, un peu comme celle-là. La deuxième catégorie, c'est les bâtiments, ce qu'on appelle revendicables. C'est-à-dire que le bâtiment où on va aller dessus, on va pouvoir potentiellement le capturer. Et si on arrive à le capturer, ben, le bâtiment va devenir à nous. Et du coup, le bâtiment, potentiellement, il va nous donner, ça peut être par exemple de l'income, ça peut être des bonus, ça peut être des trucs comme ça. Voilà. Mais pour avoir ces bonus, il faut le revendiquer, donc le capturer. Pareil, une fois qu'il est capturé, le bâtiment, on va prendre cette fois-ci non pas un noir générique, mais on va prendre un de notre couleur de faction qu'on va mettre dessus pour dire, bon bah voilà, la mine par exemple, je l'ai capturée, donc du coup, moi, elle me donne 5 points d'argent dans mon income. Alors, c'est important de mettre le cube capturé. Alors, c'est moins important quand on joue en solo, mais quand on joue en multi, ça peut être important parce que le joueur adverse, quand vous faites un contre un, il peut venir vous embêter et il peut venir dire, en fait, il peut venir capturer votre mine, ce qui fait que vous n'avez plus le bonus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met des cubes. Et puis voilà. Donc, ça, en fait, c'est le même principe pour ceux qui connaissent Mage Knight. C'est le même principe quand vous capturez une tour de mage, par exemple, ou une tour de mage ou un donjon ou ce que vous voulez. Vous mettez un petit bouclier pour dire que vous l'avez fait, pour dire que ne faut pas le refaire ou c'est à vous. Là, c'est un peu le même principe. Là, c'est pour dire voilà, moi je suis là et c'est le mien, entre guillemets. Ça n'empêche pas les autres joueurs de venir le piquer, mais en attendant qu'ils viennent, c'est le mien. Donc c'est ça, les bâtiments revendicables, c'est ça. Et la dernière catégorie de bâtiments, c'est ce qu'on appelle les bâtiments ouverts, ce qui veut dire en fait que c'est l'inverse des bâtiments explorables, c'est-à-dire que les bâtiments explorables, on peut les explorer et après on met un cube noir et c'est terminé, on ne peut pas réavoir le malus. Et bien là, les bâtiments ouverts, ça veut dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire on va pouvoir y aller plein de fois et on aura toujours le bonus à chaque fois qu'on y va. Voilà, tout simplement. On ne va pas placer deux cubes dessus. Imaginons que là, ça soit une case ouverte. Et bien à chaque fois, je viens dessus, je gagne le bonus, je reviens dessus, je gagne le bonus, etc. On ne place pas de cube parce que ça reste tout le temps, le bâtiment, il reste ouvert. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, 3 catégories de bâtiments, explorables, revendicables et puis ouverts. OK? Donc explorable, c'est que ça arrive qu'une fois. Revendicable, c'est que vous le prenez, il devient à vous, entre guillemets. Et ouvert, c'est que c'est tout le temps ouvert, vous êtes libre de le faire, le refaire, comme vous voulez. D'accord? Donc là, évidemment, moi, les bâtiments, je ne les connais pas tous. Mais celui-là, par exemple, c'est explorable, donc c'est qu'une fois pour gagner un point de bonheur. Voilà. Celui-là, un courant d'eau avec le plus 3 gold, en fait, je crois que c'est un bonus instantané. C'est-à-dire que ça va me donner plus 3 gold à l'instant T et puis c'est terminé. Voilà. Et par contre, celui-là, la différence avec celui-là qui a une petite flèche, la flèche veut dire en fait que je vais gagner 5 d'income. Donc l'income ici, et je vous rappelle que à chaque manche impair, en temps normal, à chaque manche impair, on va gagner nos incomes, bien sûr.
Donc en fait, le fait de capturer des mines ou des trucs comme ça, ben, on va augmenter et on aura de plus en plus de ressources. D'accord? Donc ça, c'est le même principe que dans Projet Gaïa, par exemple. Donc voilà. Et après, les bâtiments avec un point d'interrogation, il faut regarder qu'est-ce qu'ils font parce que je ne les connais pas tous. Voilà. Alors, prenons un exemple de cette tuile-là, la première. Donc, ce bâtiment-là avec l'aigle, je ne sais pas comment il s'appelle, on va regarder. Donc, il faut regarder dans le livre de règles. Alors, Mage Knight, ils ont fait des petites cartes pour nous aider justement avec les différents bâtiments. Là, malheureusement, ils n'ont pas reproduit le même délire. C'est bien dommage. Ça aurait été appréciable d'avoir des petites cartes. Comme ça, on pouvait directement les prendre. C'était plus ergonome. Là, du coup, il faut reprendre le livre à chaque fois. Et en plus, comme c'est pas noté, vous voyez, c'est pas noté le nom du bâtiment. Je sais pas ce que c'est, moi, quand je regarde là. Je vois pas trop ce que c'est, hein, d'accord? Eh ben, on doit rechercher par rapport à l'image. Donc, vous allez feuilleter. Et donc, en fait, là, c'est un temple. Voilà, il est là. Donc après, évidemment, une fois qu'on les connaît, on les connaît. Donc on me dit la catégorie C, donc là c'est explorable, donc ça veut dire que c'est qu'une fois, hein, forcément. Et donc on va gagner un point de bonheur. Donc là, c'était pour le coup, c'était facile puisque c'était noté. Mais par exemple, pour celle-là, c'est un peu moins facile. Donc celle-là, on va regarder. Et je crois que c'est une ferme. Ah non, c'est un comptoir. Voilà, il est là. C'est un comptoir. Et donc, c'est une catégorie ouverte. Ça veut dire qu'on peut y retourner plein de fois. D'accord? Et donc, ce comptoir, il sert à quoi? Il permet au héros d'échanger des ressources ou de détruire une carte. Attention, là, il y a une erreur. Je vais vous expliquer juste après. Mais en tout cas, le comptoir, il sert à quoi? Si on y va, eh ben, il permet au héros d'échanger des ressources. Et comment on échange les ressources? Eh ben, c'est très simple. C'est ici la conversion. Donc, par exemple, la table de conversion, je vends du gold. Pour acheter du gold, bah non, tu peux pas. C'est un peu con, c'est logique. Par contre, je vends du gold pour acheter des cristaux, ça marche. Et il faut 6 gold pour un cristaux. Voilà. Il faudra 2 gold pour une pierre. Et voilà, donc ça c'est le tableau de conversion. Donc quand on vient là, sur cette case-là, on peut faire des échanges, ce qu'on appelle des échanges commerciaux, entre guillemets. Et voilà. Et l'erreur c'est quoi? En fait, ici on nous dit que l'on peut détruire une carte dans votre main pour gagner un gold. Quand on est sur cette case-là, on peut se permettre, comme on est sur le comptoir commercial, de détruire une carte dans ma main. Donc détruire, attention, ça veut dire qu'elle sort du jeu, vous ne l'aurez plus, pour gagner un gold. Et là, si on retourne sur la page des bâtiments, ici, c'est marqué détruire une carte. Et il manque la suite là. Il manque détruire une carte de votre main pour gagner un gold. Il manque ça en fait. Et donc vous allez me dire, ouais, mais comment tu sais que c'est ça qui est faux et que l'autre côté a juste? Parce que ça peut être l'inverse, ça peut être ça, c'est juste, l'autre côté, c'est faux. Et bien je le sais parce que j'ai vérifié sur la VO, tout simplement. Et sur la VO, c'est bien écrit que ici, c'est détruire une carte pour gagner un gold. Donc là, c'est manquant dans la VF, c'est une erreur, attention. Ne vous méprenez pas si vous jouez. Voilà, une petite erreur que je vous donne au passage, c'est gratuit. Donc voilà, ce bâtiment-là, il sert à ça, donc faire des échanges commerciaux. Nous, il n'y a peut-être pas trop d'intérêt. Détruire des cartes, je vois peut-être pas trop d'intérêt non plus. Donc, c'est pas, on va dire que c'est pas ma priorité d'y aller. À moins peut-être d'échanger un cristal contre de l'or. Alors, c'est combien un cristal? Combien il me donne d'or? Pour un cristal, il me donne 3 gold. Ouais, bof. Moyen, hein. Ok. Ensuite, on a ce bâtiment-là, là, une sorte de fontaine. Fontaine de Jouvence? Non, c'est pas la fontaine de Jouvence, c'est la source enchantée. Voilà. Donc, catégorie explorable. Donc, explorable, ça veut dire que ça arrive qu'une fois, hein. Donc, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre défausse et en reprendre une en main. Remettez les 2 autres cartes sur votre défausse dans l'ordre de votre choix. Voilà. Donc, quand on arrive sur cette source-là, sur cette source 2, eh ben, potentiellement, je peux récupérer 3 cartes de ma défausse. Donc là, j'en ai qu'une. OK, ici, pour les récupérer dans ma main. Bon, là, pareil, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse dans l'instant T, en tout cas. Ensuite, on a ici, donc ça, c'est un bâtiment qui va me permettre de gagner plus 3 gold immédiatement. Donc le moulin, là, moulin à eau, je pense, c'est comme ça. Moulin à eau, c'est exactement ça. Donc pareil, voilà. Donc c'est explorable. Donc pareil, explorable, c'est qu'une fois, on va gagner un gold et on n'en parle plus. Enfin, un gold, 3 gold, pardon, on n'en parle plus. Donc ça, à la rigueur, si on passe dessus,
c'est toujours intéressant de gagner de l'argent. Donc, on passe dessus, on le prend et voilà. Donc là, pour l'instant, mon chemin, moi, hein, j'ai envie de passer par là. Autant pour gagner le bonus de morale, autant pour gagner de la thune. Et en plus, ce lieu-là, il m'intéresse. Mais attention, il y a une particularité, je vais vous dire juste après. Ce lieu-là, il m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est une mine. Et justement, c'est une mine d'or en fait, hein, tout simplement. Et si c'est un bâtiment capturable, et si je le capture, ben, je vais augmenter mon income de 5. Voilà, c'est la petite flèche qui est là. Donc en fait, c'est une mine. Donc c'est, si on regarde tout au fond, normalement là en dernier, la mine de mémoire. Voilà, c'est une mine d'or, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une mine d'or, effectivement. Et donc la mine d'or va augmenter mes revenus d'or de 5 sur mon income. Donc c'est intéressant d'essayer de l'apprendre. Mais il y a un petit hic. Alors déjà, il y a deux trucs. Il y a quand vous êtes le premier à revendiquer une mine, comme là c'est une mine d'or, et que vous réussissez, et ben vous avez les deux bonus, vous gagnez deux bonus. Le premier bonus, vous allez gagner le fait d'augmenter votre income, comme c'est indiqué là, de 5. Donc je vais passer à 15, et là je suis à 10, d'accord? Et le deuxième bonus, c'est que vous allez gagner instantanément la somme. C'est-à-dire que je vais gagner 5 gold tout de suite, parce que c'est moi le premier à l'avoir revendiqué. S'il y avait déjà quelqu'un, si votre adversaire avait déjà revendiqué que vous voulez lui piquer, ben vous gagnerez juste l'income, mais vous ne gagnerez pas le fait de les gagner tout de suite. D'accord? C'est ce qui est écrit ici. Quand vous revendiquez une mine, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Ah, c'est là. Si vous êtes le premier joueur à revendiquer une enclave, vous gagnez immédiatement une récompense supplémentaire correspondant soit au revenu choisi, 5 heures de matériaux de richesse, soit une amélioration gratuite d'une de vos unités de rang de bronze ou d'argent. Toi, je ne savais même pas ça. Ceci est un effet récurrent. L'enclave ne produira aucun revenu à moins qu'un autre joueur ne revendique la case. Alors là, on nous parle d'enclave, sauf que nous, là, c'est des mines. Hein. Ce n'est pas une enclave, c'est différent. Alors les mines, on ne gagne pas le bonus, hein, je pense pas. Il n'y a que pour les enclaves. Ah si, voilà. Il semblait que j'avais lu. C'est marqué ici. Si vous êtes le premier joueur à revendiquer la case, hein, la mine génère immédiatement son revenu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait, si on est le premier, je vais gagner les 5 gold et en plus, je vais monter mon income de 5. Voilà. Et de toute façon, vu que je joue solo, je serai forcément le premier. On est d'accord. Donc là, ça m'intéresse. Alors par contre, il y a un petit problème. Ah oui, parce que sinon, c'est trop facile. Le petit problème, c'est quoi? En fait, le petit problème, c'est qu'ici, vous avez des chiffres romains, si vous voyez. Et en fait, les chiffres romains, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ennemi. Mais ce n'est pas l'ennemi IA là-bas. C'est l'ennemi du jeu. C'est les ennemis neutres du jeu qui gardent les différentes forteresses. Voilà. C'est un peu comme les orques dans Mage Knight, si vous voulez. Ça appartient à personne, mais ça fait chier tout le monde sur le plateau. Bah là, c'est pareil, il y a des ennemis en fait. Et là, c'est des ennemis de niveau 3. Et là, c'est des ennemis de niveau 2. Donc, eux, ils sont moins forts que eux, forcément. On est d'accord. Donc, là, je dois prendre un risque à savoir si je fais cette mine-là, sachant que je dois tuer des ennemis niveau 3, que moi, je suis que niveau 1. Voilà. Donc, je ne sais pas si je prends le risque ou pas. Comme je ne connais pas le jeu, je ne sais pas trop. Vous allez me dire, ouais, mais les ennemis niveau 3, il y a quoi comme ennemis? Parce que dans Mage Knight, on sait ce que c'est, par exemple, l'orc, on sait ce que c'est, machin. Alors là, on ne va pas savoir c'est quoi exactement comme ennemi, mais on peut savoir le nombre qui sont. Donc, il suffit pour ça de récupérer notre tableau de conversion de niveau. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, ici. Voilà. Suivant le niveau et la difficulté sur laquelle on joue, on aura le nombre d'unités qui défendent la mine. Après, si on perd le combat, c'est pas grave. Hein. Si on perd, c'est juste que on revient en arrière. On revient en arrière. Donc en fait, on ne va pas mourir, mais potentiellement, on peut perdre nos unités déjà. Donc il faudra les racheter si on perd. On peut perdre des unités. Et en plus, on va perdre du mouvement, on va perdre du temps. Je vous rappelle qu'on n'a que 8 tours pour aller jusqu'à là-bas. Donc là, niveau 3, en mode facile, ça serait une unité bronze, une unité argent, mais nous, on est en mode difficile parce qu'on m'a dit de jouer en mode difficile. Ça se trouve, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Donc, niveau 3, il y a une unité bronze et 2 unités argent. D'accord? Ce qui veut dire que si je viens ici revendiquer la mine, eh ben, je vais me battre contre 2 argent, une bronze. Donc, les unités sont derrière. Hein, et donc, on va tirer au hasard une bronze, 2 argent. Et donc, on va se combattre
contre ça. On va faire un combat et on verra si on gagne ou si on ne gagne pas. Si on gagne, bah, la mine est à moi. Et si on perd, malheureusement, on revient en arrière. Mais il y a un autre problème avec ça. Eh oui. Sinon, c'est trop facile, forcément. C'est que, en fait, à chaque fois que l'on va combattre contre des ennemis neutres, parce que là, ça c'est des ennemis neutres, ça fait pas partie de faction, c'est-à-dire que ces ennemis-là, vous allez aussi les battre quand vous jouez en 1 contre 1. À chaque fois que vous allez tomber sur des trucs comme ça, vous allez devoir les battre pour revendiquer, par exemple, la mine. Le problème, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on bat des ennemis neutres qui sont de level bronze, argent, gold, eh bien, vous avez le droit qu'à un tour de combat, pas plus. Il n'y a que si vous arrivez, il y a que si vous vous battez contre des ennemis neutres de azur, donc de bleu comme ça, en gros, que là, vous avez le droit d'avoir plusieurs tours de combat. Et si jamais j'arrive pas à tuer toutes les unités en un tour de combat, eh ben c'est moi qui perds le combat. Donc en fait, mes unités qui sont pas mortes, elles vont pas être mortes, je vais revenir, mais c'est juste que je vais me faire en gros expulser de la case parce que je vais revenir de là où j'étais et j'aurais perdu mon point de mouvement. Donc en fait, il y a 2 problèmes là. Le premier problème, c'est que c'est un niveau 3 et je ne sais pas si on a les capacités de pouvoir les tuer. Donc ça, c'est mon premier problème. Et mon deuxième problème, c'est que j'ai que un tour pour les tuer, les 3 unités, parce que là, on a vu qu'il y avait 3 unités. Que un tour. Donc, il faut bien calculer à se dire, bon, est-ce que je vais pouvoir le faire en un tour ou pas? Parce que si vous n'arrivez pas à tuer tout le monde en un tour, c'est mort, c'est que vous avez perdu le combat. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est nul du coup, parce que en un tour, c'est compliqué, machin. Ben oui, enfin non, c'est pas que c'est nul. En fait, vous allez pouvoir augmenter les tours de combat si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé des actions de mouvement. Et je vous ai dit, il y a une dernière action que je ne vous dis pas à quoi ça sert. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, ça sert à ça. L'action de mouvement que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut s'en servir pour autre chose que révéler une tuile ou se déplacer, ça va permettre de pouvoir faire un nouveau tour de combat. Et ouais. Ce qui veut dire que si vous allez à votre dernier tour, à votre dernier mouvement, vous allez sur une case niveau 3, vous n'avez qu'un tour. Donc ça aussi, ça se calcule. Et oui. C'est peut-être pas judicieux d'y aller alors que vous avez plus de mouvement. Peut-être que c'est plus judicieux d'y aller quand il vous en reste 2. Pourquoi? Parce que vous faites un tour de combat et si jamais vous n'arrivez pas à les tuer, eh bien vous dépensez un point de mouvement pour refaire un tour. Vous voyez, ça se calcule, hein. Donc voilà, la dernière action des mouvements que je ne vous avais pas donné tout à l'heure, ça sert à ça. Ça sert à, pendant votre combat, redonner un tour de combat. Alors attention, on n'a qu'un tour de combat quand c'est des ennemis neutres de bronze, argent, gold. Par contre, quand vous jouez en 1 contre 1, vous n'avez pas de limite de tour, hein, quand vous jouez contre un autre joueur. Et quand on va jouer contre l'IA là-bas, pareil, on n'aura pas de limite de tour. Il n'y a que quand on se déplace sur la map et qu'on a des mecs qui ne sont pas bleus. Mais là, on n'aura pas de bleu de toute façon. D'accord? Donc, très important de calculer du coup. C'est un jeu de calcul, hein. C'est un pulse game, hein, tout simplement, comme dans Mage Knight, hein. Donc vous pouvez prendre le risque de le faire en un tour, mais il faut pouvoir potentiellement y arriver. Et en même temps, il ne faut pas perdre de temps, forcément, parce qu'on n'a que 8 manches pour tout faire. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, un tour de combat, c'est quoi? Comment on peut savoir si on va y arriver, si on ne va pas y arriver? Ben, en fait, un tour de combat, c'est simple. Chaque unité, quand elle va être positionnée sur le plateau de combat, chaque unité va pouvoir jouer une fois pendant son tour. Une fois qu'elles ont toutes joué, c'est fin de la manche, que ce soit les miennes et celles de l'adversaire. Et pendant leur tour, elles vont faire quoi? Elles vont pouvoir se déplacer, attaquer. Donc il va falloir pouvoir les déplacer et attaquer et tuer tout le monde en un tour. Donc là, on peut prendre le risque de le faire ou pas, hein, d'ailleurs. On peut prendre le risque. De toute façon, si on regarde un petit peu la map, comment elle est, j'ai envie de dire que là, on n'a pas forcément non plus 50 choix. Parce que, imaginons, je vais faire un point de mouvement là, un point de mouvement là, et après, il va me rester un point de mouvement. Je ne vais pas ne pas le dépenser. Donc, autant que j'utilise mon point de mouvement. Ah bah, remarque, je pourrais. Ah bah, si, non, si, je pourrais révéler la tuile vu que je suis adjacent. Vu que je suis adjacent à une tuile, mon dernier point de mouvement, je pourrais le révéler. Et comme ça, au prochain tour, eh ben, on pourra venir là avec 2 points de mouvement supplémentaires, ce qui va me donner potentiellement 2 tours. Voilà, ça sera moins risqué que d'essayer en un tour. Mais après, on aurait pu aussi se dire, bah tant pis,
Mon dernier mouvement, je le mets là, je fais le combat. Et si j'arrive pas à le péter en un tour, à les péter en un tour, bah, c'est pas grave. Je vais revenir là. J'aurais perdu un point de mouvement, on va dire, mais c'est pas non plus dramatique, quoi. Et par contre, il ne faut pas que vos unités meurent, parce que si elles meurent, vous allez les perdre, il faudra les racheter. Donc là, concrètement, moi, c'est ce que je vais faire. Il n'y a pas 50 choix, puisqu'on a dit que ça ne m'intéressait pas et que ça ne m'intéressait pas. Je ne vais pas aller dessus, ça ne sert à rien. L'échange, on s'en fout, j'ai rien du tout. Et puis là, récupérer des cartes dans ma défausse, je m'en fous aussi. Donc là, je vais dépenser un point de mouvement, je retourne pour que ça devienne rouge, pour aller ici. Quand j'arrive ici, je gagne un moral, je suis en neutre, donc hop, je gagne le token, sachant que le token, je peux l'utiliser comme je vous ai dit, pour piocher, relancer un dé, un truc comme ça. Je vais utiliser mon deuxième point de mouvement pour aller ici. Ici, quand j'arrive sur cette case-là, je vais gagner plus 3 gold immédiatement. Donc, je me récupère auprès de la banque plus 3 gold. Voilà, plus 3 gold auprès de la banque. Merci beaucoup. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre les cubes, excusez-moi. Donc ça, c'est une case qu'on ne peut pas refaire, bien entendu, parce que sinon, ce serait trop facile. Et vous doutez bien que les plus 3 gold, c'est pareil. C'est une case qu'on ne peut pas refaire. Parce que sinon, ça serait trop facile. Sinon, moi, je fais tac, 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 je deviens riche, je recrute toutes mes unités et on n'en parle plus. C'est un peu logique, d'accord? Donc voilà. Et après, il me reste un point de mouvement. Et donc, mon point de mouvement, je ne vais pas aller sur le combat, je ne suis pas fou. Je vais plutôt dévoiler la prochaine tuile. D'ailleurs, on n'a pas lu le. Pardon, excusez-moi, mais on n'a pas lu le début du chapitre. Alors le chapitre, avant d'utiliser mon troisième point de mouvement, on devait en fait, au début du scénario, pardon, faire ce qui était indiqué, c'est-à-dire l'événement programmé. On devait liser la section comité d'accueil quand on était sur la manche 1, et on est sur la manche 1. Donc comité d'accueil. Donc je vais vous lire l'introduction de la campagne. L'orage grondait sur les côtes. Elle semblait agitée, comme si la présence de tous ces cadavres au milieu des vagues les mettait, elle aussi, en colère. Catherine se força à détourner le regard et jeta un œil au rapport sur la table. Ils ont traversé l'océan. La tour des archers au nord-est de Plint a été rapidement submergée par une horde de troglodytes. Aucun navire n'a été signalé. Nous avons vu des créatures provenant de donjons et de villes d'Hadès. L'effet de surprise était total. Dans la nuit, nous avons soudain été encerclés. Dire que la situation semblait inquiétante équivaut à trouver l'haleine d'un troglodyte un peu fade. D'abord, la mort de son père Nicolas Griffon-Hirt est à présent ce chaos. Mais le royaume de feu, son père devait demeurer invaincu. Erathia ne devait pas tomber. Elle attrapa sa plume et commença à rédiger une lettre aux autres généraux. Lorsque nous avons accosté, nous ne découvrîmes que ruines et désolation. Nous ignorons encore ce qui est à l'origine de ce chaos. Les survivants ont déserté les villages voisins. Les quelques témoignages que nous avons recueillis sont contradictoires. Elle s'arrêta un instant pour jeter un nouveau coup d'œil au dernier rapport. Tous les généraux sont déployés dans la région. Cette région était sous la protection des plus grands héros d'Erathia. Nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Les habitants sont terrifiés. Ce n'est guère étonnant, mais les rumeurs et ce qui a été observé, le cadavre d'un minotaure et d'une tête pétrifiée au milieu de ruines calcinées. Tout semble indiquer une invasion de Nijon, continua-t-elle d'écrire. Formez une milice au plus vite, détruisez les troupes ennemies qui croiseront votre route. Elle entredit au loin les soldats parler entre eux. Avez-vous des nouvelles de Stickweed? Est-ce vrai que plus de la moitié d'Erathia est déjà tombée? Qu'en est-il de Tatalia? Un de mes cousins suivait la formation de lancier dans la salle des gardes au nord de Caritiadi. J'espère qu'il a survécu. À chaque campagne, deux choses lui revenaient à l'esprit. Le manque d'épaisseur des parois d'étoiles de tente et la fragilité du moral des troupes. Manquant de broyer la plume entre ses doigts, elle écrivit une dernière ligne. Présumez toujours pire, considérez que nous sommes en guerre. Lorsque vous révélez une deuxième tuile lointaine, 2, 3, lisez la section encombrement. Embranchement, pardon. Eh bien, ça tombe bien parce que là, je vais en révéler une. Là, c'est la première. Alors, je ne sais pas si la première, il faut la compter. Moi, je dirais que oui. Parce que la première, ils nous disent qu'elle est déjà révélée, donc je ne sais pas.
Je sais pas s'il faut la compter. J'en sais rien. Je sais pas trop. Je sais pas s'il faut, en fait, parce que comme celle-là était déjà révélée, peut-être qu'il faut en révéler une deuxième, il faut arriver là, peut-être. Je sais pas. Ou alors ça me paraît. Non, non, je pense pas, hein. Peut-être que. Non, non, peut-être pas. Peut-être pas, remarque. Je sais pas trop là pour le coup. Non, je pense qu'il faut la révéler tout de suite. Donc là, on a lu la première truc, ok. Donc là, moi, je fais mon action de mouvement pour révéler justement la deuxième tuile, et je vais révéler la deuxième tuile qui est là. Alors, quand on révèle une tuile, on la récupère, bien sûr, et on la positionne dans le sens que l'on veut. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans Mage Knight, on est obligé de respecter un sens. Là, on la met dans le sens que l'on veut, ça nous arrange. Et évidemment, la case qui bloque, ça c'est une case qui bloque, je vous ai dit, on ne peut pas aller dessus, hein. Vous vous rappelez, les bords jaunes. Je ne vais pas mettre la case qui bloque à côté de moi, il ne faut pas être con. Voilà, donc qu'est-ce que l'on a? Alors, on va avoir des ennemis de niveau 2 ici qui vont faire je sais pas quoi. Là, on a je sais pas quoi. Là, ah bah alors là, c'est la même chose que celui-là, donc c'est-à-dire que là, c'est le comptoir des échanges ici. Bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Là, il y a un petit dada. En fait, il me semble que quand on arrive là, on va gagner un point de mouvement supplémentaire. Le fait d'arriver là, je crois que c'est ça. Là, il me semble que c'est pour justement gagner une carte de artefact. Je crois que ce symbole-là, c'est artefact. Mais pour pouvoir gagner la carte d'artefact, il va falloir faire un combat de niveau 2, puisque c'est protégé. Le moulin va nous permettre de gagner un cristal direct, tout de suite, hein. Et puis là, l'espèce d'hôtel ou je ne sais quoi, ben, je ne sais pas, il va falloir qu'on regarde, sachant que c'est protégé par, pareil, des ennemis de niveau 3. Alors, comment on la met? On la met évidemment comme on a envie. Alors, le mouvement peut m'intéresser. Sachant que là, au prochain tour, on va essayer d'aller sur le niveau 3, hein, bien sûr, à côté. Donc, il faut le prendre en compte. Ça, je ne sais pas. On va regarder c'est quoi. Alors, ce gros bâtiment là, c'est une ville? Non, c'est pas une ville. Non, non, c'est pas une ville. C'est quoi ce gros bâtiment là? Pas là. Ça, ah, c'est une enclave. Bah, c'est intéressant. Une enclave, donc ça se revendique. C'est pour ça il y a un niveau 3. Lorsque vous revendiquez une enclave, vous pouvez choisir une récompense parmi plusieurs. Si l'enclave que vous capturez était déjà contrôlée par notre joueur, on s'en fout, nous, c'est pas le cas. Enclave du château, enclave du donjon et enclave de la nécropole. Donc là, c'est une enclave de la nécropole, puisque c'est ce qui est indiqué, enfin, c'est l'image. Donc on peut choisir la récompense. Donc c'est ici. Les enclaves suivent les mêmes règles que les villes. La seule différence est qu'elles n'accueillent pas de bâtiments. Lorsque vous revendiquez une enclave et que vous y placez un de vos cubes factions, vous pouvez choisir une des récompenses suivantes. Augmentez votre revenu d'or de 5, augmentez votre revenu de matériaux de 2, augmentez votre revenu de richesse de 1. Donc la richesse, c'est les cristaux. Et on peut aussi améliorer une de vos unités de rang bronze ou argent pour la moitié du coût normal. Ah ouais, pour la moitié, hein, ils se font pas chier. Si vous choisissez d'augmenter votre revenu, placez un jeton de la ressource choisie sur la case de l'enclave. Les récompenses de revenus sont perdues si vous perdez le contrôle de cette enclave. C'est logique. Placez un jeton de la ressource choisie sur la cave de l'enclave. Sur la cave de la ressource choisie. Ah d'accord, donc comment ça, ressource choisie? Si vous êtes le premier joueur à revendiquer ce qui va être le cas, vous gagnez immédiatement une récompense supplémentaire correspondant soit au revenu choisi, 5 or, machin, machin, soit une amélioration gratuite. C'est bien ça. Ok. Alors par contre, placer un jeton de la ressource choisie sur la cave. Alors ça, je comprends pas. Le jeton de la ressource choisie. Donc faut mettre un jeton gold peut-être? Je pense, ouais. Je pense que soit on met un jeton gold,
Soit on met un jeton matériau, soit on met un jeton richesse. Je pense que c'est ça. Ok, bon, on verra ce qu'on prend, hein, nous on ne sait pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Après, attention, c'est encore un niveau 3. Donc ça peut être difficile. Donc l'enclave m'intéresse. Le moulin pour avoir un cristal, ça peut m'intéresser. Alors pour l'instant, je ne vois pas trop à quoi servent les ressources. Parce que normalement, comme je vous ai dit, les ressources servent à construire les bâtiments. Sauf que là, comme j'ai pas de bâtiment, je sais pas. Comme là, j'ai pas de bâtiment, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Après, la carte d'artefact est intéressante. Le mouvement est intéressant. Donc ça peut être intéressant de passer par le mouvement, l'artefact, et pourquoi pas après essayer d'aller vers l'enclave. Donc à la rigueur, on peut mettre comme ça ou comme ça. On peut mettre comme ça. Voilà. On peut mettre comme ça. Puisque nous, on va venir là au prochain round, hein, puisqu'on va essayer de faire le combat. Et puis après, on va passer par le dada. On pourra gagner plus un mouvement. Après, on va essayer de passer par là, faire le combat. Passer par le moulin au pire. Aller récupérer l'enclave. Et puis voilà. À moins que je tourne. Ah, vaut peut-être mieux que je tourne encore d'une fois. Bon, ah, là, c'est mieux comme ça, je pense. Ouais, comme ça, c'est mieux. Comme ça, on ne perd pas un point de mouvement à remonter, redescendre. Voilà. Donc là, hop, dada, machin, machin, hop. Et après, on pourra explorer ici pour. Puis si ça se passe mal, on peut quand même explorer pour y aller. Sachant que là, on vient de retourner notre deuxième tuile. Donc on doit lire on doit continuer à lire, vous savez, le truc là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Embranchement. On doit lire l'embranchement, c'est ça? Oui. Alors, vous arrivez en vue d'une bifurcation sur la route. Deux chemins séparés par une gigantesque chaîne montagneuse. Le premier est une voie pavée bordée d'arbres et de clairières. Le second est un sentier escarpé qui longe la montagne, à peine discernable sous les couches de neige. Mais la neige n'est pas la seule chose qui semble scintiller sur ce chemin. Un petit coffre. Non, on sait pas, c'est au pif. Choisissez votre destin. Donc la voie des plaines, on doit lire la section voie des plaines. Ou alors la voie des sommets, on doit lire la voie des sommets. Alors c'est typiquement, le choix est typiquement aléatoire, hein, je vous le dis. Parce que comme les tuiles sont mises aléatoires, de toute façon ils ne peuvent pas définir si un chemin est mieux que l'autre. Donc là c'est typiquement aléatoire. Donc j'en sais rien. On me dit que la voie des plaines, elle est bordée d'arbres et de clairières, donc potentiellement ça va bien se passer. Et par contre, l'autre, ça a l'air d'être un peu plus, d'après ce que je lis entre les lignes, de ce que je comprends, c'est que ça a l'air d'être un chemin un peu plus dur, mais potentiellement tu auras plus de récompenses parce qu'il y a des trucs qui brillent. Voilà, en gros, c'est ça, de ce que j'ai compris, hein. J'en sais rien. Écoutez, nous, on va y aller en mode badass. On va prendre le chemin le plus dur avec les trucs qui brillent. Advienne que pourra, comme on dit. Donc du coup, je prends un qui longe la montagne. Donc c'est le sommet, c'est quoi? Alors prenez la voie des plaines. La voie des plaines, c'est la première, c'est ça? Le second est un sentier qui longe la montagne. Ok. Donc je vais prendre la voie des sommets, moi. Les plaines, ça doit être l'autre. Donc moi, je vais prendre la voie des sommets, la plus dangereuse, je pense, avec l'argent. Enfin l'argent, le truc qui brille. Après, j'ai pris vraiment au pif, j'en sais rien, hein, je découvre avec vous, hein. Le sentier est périlleux, vos troupes n'osent même pas monter leurs chevaux de peur de déraper. Mais vos yeux ne vous trahissent pas. Les forces ennemies ont bien laissé cet endroit intact. Toutes les richesses disséminées sur ces terres fécondes sont à portée de main. Ouais, on est riche. La tuile lointaine 2-3 que vous venez de révéler, donc celle-là, et la tuile non révélée adjacente sont désormais considérées comme la voie des sommets. Donc celle-là qui est adjacente, non révélée. Donc c'est la voie des sommets et voie des sommets. Ok. Tandis que la voie des plaines est représentée par les deux autres tuiles non révélées. Donc celle-là et celle-là, c'est la voie des plaines. Voilà. Nous, on est parti sur la voie des sommets, on est des maboules. Et après, toutes les récompenses des sites explorés sur ces tuiles sont doublées. Non.
Sérieux? C'est ouf. Toutes les récompenses des sites explorés sur cette huile sont doublées, mais quelles? Lesquelles? Les deux là, les deux chemins. On est d'accord, les deux chemins. Hein. Bon, je pense que c'est les deux chemins. Après, c'est marqué. Les revenus procurés par les mines et les enclaves ne sont pas impactés. Oh non. Tandis qu'il se trouve sur la voie des sommets, votre héros a un point de déplacement en moins. Non, c'est pas possible. Si vous entrez dans la voie des plaines, lisez la section voie des plaines. Ouais, mais non, je n'entre pas là. Si vous arrivez à une case obélisque, lisez la section venue des profondeurs. Ok. Tant qu'il se trouve sur la voie des sommets, votre héros a un point de déplacement en moins. Putain, c'est pas possible. Donc là, ça veut dire en fait que j'ai un point de mouvement en moins tant que je suis là-dessus. Et si je pars là, ben, il faut lire ce qui se passe là. En fait, on peut rebrousser chemin. Mais non, mais j'y suis pas encore. Hein. Ah oui, non, j'y suis pas encore, les cocos. Là, j'y suis pas encore. Hein, parce que là, ouais, ben non, j'y suis pas encore. Là, je suis toujours sur ma tuile neutre. Hein. C'est les deux là qui sont voie des sommets. Donc là, moi, j'ai toujours pas le -1. Ah bah ok. Après, si ça nous plaît pas, on peut très bien descendre, passer par la voie safe, entre guillemets. On sait pas le bonus ou un malus, peut-être qu'il y aura un malus, on sait pas. Mais dans tous les cas, on peut passer en bas. Après, le problème, c'est qu'on perd du temps, quoi. Là, on n'a pas perdu non plus X temps, mais on a que 8 de mouvement, c'est pas non plus. Enfin, 8 de tours, je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas beaucoup. Par contre, toutes les récompenses des sites explorés sur cette tuile sont doublées. Donc, je pense que ça concerne autant les tuiles ici que là. Par contre, attention, ça ne marche pas pour les mines et les enclaves. Donc ça, au lieu d'avoir un cristal, j'en aurai 2. Parce que c'est doublé. Ça, c'est bien. Ah, c'est bien quand même. Ok. Et donc, si on a une obélisque, il va falloir le dire pour qu'on lise la suite. Et voilà. Je sais pas si... Après, je me rends pas compte. Je me rends pas compte si 8 8 manches, je me rends pas compte si c'est bien, pas bien, si c'est beaucoup, pas beaucoup. Comme c'est la première fois que je joue, forcément, c'est difficile pour moi d'analyser, alors que c'est ma première game. Ça serait ma deuxième, ma troisième, tout de suite je vous dirais, ok, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais là, c'est difficile. Sachant que j'analyse quand même beaucoup quand je joue normalement, mais là, je peux pas. Par contre, je peux quand même analyser des choses, parce que je suis pas bête. On a 3 points de mouvement par tour, ok, et on a 8 manches. Donc on peut simuler le truc. Hein. On a vu qu'une case, c'était un point de mouvement, entre guillemets. Hein, on va dire, sans parler des combats. D'accord? Donc, simulons pour voir si potentiellement on peut avoir beaucoup, si on a beaucoup de marge ou pas par rapport aux 8 manches. Là, on est sur la manche 1, on arrive ici, première tuile. Donc, manche 2, imaginons qu'on a 3 points de mouvement. Hein. Donc, 1, 2, 3, potentiellement. Donc, ça, c'est la manche 2. Manche 3, il va falloir révéler et se déplacer. Donc, 1 révélée, après 2, 3. Manche 4, 1, 2, 3. Ouais. Manche 4, j'arrive là. Donc franchement, je pense qu'on a largement le temps. Il ne faut pas se presser, je pense qu'on a largement le temps d'explorer sur 8 manches. On a 24 points de mouvement. Alors évidemment, on en aura moins si on reste sur cette huile-là parce qu'on a un de moins, mais ça contrecarre, parce que là par exemple, il y a le dada. Donc le dada, il va en donner un. Donc du coup, ça contrecarre ce round-là. Donc voilà, même si ce n'est pas science exacte, approximativement, on a entre 20 et 24 points de mouvement, si on veut parler par là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 pour révéler. On est large, hein. Même si on fait le tour de la map, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste encore 12, hein. Entre 10 et 12 points de mouvement. Donc on peut se permettre de descendre tranquillement et d'explorer. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à se préparer, ça sert à gagner plus de ressources, ça sert à gagner plus de niveaux, et comme ça, pour le combat final, ça sera plus facile. C'est exactement comme dans Mage Knight. Le principe, ça va être de level up son personnage. Donc là, c'est un peu le même principe. Le but, c'est pas d'aller rush là-bas. Le but, c'est quand on arrive manche 8, on vienne frapper à la porte, qu'on le défonce. Si on arrive manche 4 et qu'on vient à poil, il n'y a pas trop d'intérêt. L'idéal, ça serait d'y aller avec toutes nos unités full upgrade. Bon, là, on les a presque toutes parce qu'il manque que, il manque que celle-là, puisque les gold, on ne peut pas les recruter. Mais bon, il nous manque quand même 2 unités, enfin une unité plus les 2 upgrades. Donc quand même, ça coûte de l'argent.
On a notre deck, il est pauvre parce on n'a rien du tout. Donc potentiellement, on peut peut-être aussi récupérer des cartes pour notre deck. On peut aussi, alors je vous en ai pas parlé, mais on a possibilité de recruter un deuxième héros. Alors peut-être qu'on peut le faire, à voir. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Bah, ça sert à, encore une fois, gagner des nouvelles ressources, des machins, des machins. Sachant que ce premier scénario-là, encore une fois, ne reflète pas forcément une partie réelle. Parce que je vous rappelle, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc forcément, ça casse un peu ça casse pas le jeu, mais c'est normal que ce soit plus facile et qu'on a l'impression qu'en fait, ben, de nos ressources, on ne sait pas quoi en faire. En fait, c'est normal parce qu'on n'a pas les choses à acheter et tout. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, j'ai fini la manche. Hein. Donc on va pouvoir passer après à une nouvelle manche. Donc on avance le marqueur de 1 point. Donc là, on passe en 2. Et là, en temps normal, c'est une manche d'événement, mais là, ça ne sera pas le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo ici. Comme ça vous fera un épisode règle, entre guillemets, où vous avez, là, je vous ai expliqué un petit peu tout. On n'a pas vu le combat, mais ça sera dans le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à revenir. Mais au moins, vous avez quand même la base du jeu, là, clairement, avec toutes les règles que je vous ai expliquées. Vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Donc, même si vous ne voulez pas revenir pour voir les combats, même si vous dites, bah non, le jeu n'est pas fait pour moi, mais si vous ne voulez pas revenir regarder, eh ben, vous ne serez pas obligé, puis ça ne fera pas un épisode trop long non plus. Voilà, enfin, je ne sais pas à combien je suis de temps, mais ça doit être quand même pas mal, mine de rien, parce que vu que j'explique, ça prend du temps. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.